Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule, faire un projet de design d'emballage? Je veux dire, mettons qu'on associe du lait à du blanc, du bleu. Est-ce que, selon les marques, quand tu fais les designs, le branding, est-ce que ça peut être des fois difficile? Fait que c'est toi avec le client, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'il ressorte? C'est quoi la particularité de ton produit? C'est quoi la ligne spécifique de ton produit? C'est-tu toi qui fais les mock-ups ou t'as comme une banque de mock-ups que tu utilises? Ça reste un défi aussi pour les étudiants de réaliser qu'on va le travailler comme à plat. Mais à un moment donné, il faut faire des petites maquettes. Là. On les découpe. Ils peuvent être en format réduit. Moi, des fois, je fais des bébés maquettes. Allô tout le monde! Bienvenue à Entre deux briques, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du design d'emballage. C'est une sphère du design qui relie quand même beaucoup de choses, que ce soit le branding, la créativité, la typographie, etc. Fait que ça va être full intéressant d'en parler aujourd'hui. Oui. Puis on a la chance d'accueillir Jacques-Dominique Landry qui va nous en parler. Allô! Salut. Bonjour à vous deux. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Très content d'être là. Yes, c'est nous autres aussi. Ouais, c'est le fun pour vrai. Là. Fait que là, dans le fond, on commence tout avec une petite question là, pour mettre en contexte les gens. Qu'est-ce qui t'a amené là, au design? C'est quoi un peu ton parcours? Est-ce que tu pourrais nous en parler plus? En fait, mon parcours il est en communication. Donc, ça fait en sorte que j'en suis venu à travailler en agence de publicité, en design graphique dans des studios d'agence. Et dans le fond, il y a une bonne partie de mon métier que j'ai aussi appris en cours de route avec les années. Donc, j'ai travaillé en agence pendant plus de 25 ans, dont une quinzaine d'années pour Parallèle, qui est une firme ici à Québec. Okay, nice. Et je suis à mon compte depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai mes propres clients. J'enseigne ici à l'école de design, le design d'emballage. C'est devenu ma spécialité, le packaging donc, et le branding aussi, maintenant que j'enseigne. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai. OK. T'as-tu fait un bac en com ou... C'est en communication. Donc, c'est vraiment en communication avec toutes les notions qui servent à faire en sorte qu'on comprenne bien l'idée des messages qu'on va envoyer pour que les... Puis ça, je pense que ça fait aussi partie du fondement même de ce que je fais. Dans ma tête aussi, je me considère souvent plus comme un communicateur qu'un designer. Le design, c'est vraiment un outil pour nous permettre d'aller chercher les bons ingrédients pour faire en sorte qu'on puisse bien communiquer le message, le produit qu'on veut vendre aux consommateurs. Donc, ça reste fondamental. Absolument. Fait que t'as fait l'agence avec Parallèle. Tu faisais quoi? J'étais designer, concepteur. Donc, pour moi, ça a été une belle étape dans ma carrière. Travailler sur énormément de mandats. Parallèle, c'est une firme là, qui a eu vraiment des brandings super intéressants avec des entreprises sur la scène provinciale et régionale aussi. Mais donc, c'est vraiment dans toutes les sphères d'activité des institutions d'enseignement, des entreprises industrielles, beaucoup dans l'alimentaire. Donc, c'est ce qui fait que je me suis perfectionné là-dedans. OK. Ouais, c'est ça. T'as-tu fait une formation pour commencer à faire du design de Non, vraiment, là, c'est arrivé avec les projets? avec les projets, donc puis c'était au début des années 2000 là, où j'étais rendu à cette étape-là dans ma carrière. Donc, ça a été vraiment là, d'apprendre au fur et à mesure dans les différents projets, d'apprendre sur les entreprises. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans notre métier, c'est que c'est jamais du pareil au même. Oui, on a à faire des logos, on a à découvrir, mais ça reste que c'est toujours des domaines différents, des clients différents, des produits différents. Donc, ça fait en sorte qu'on est toujours en mode apprentissage, en fait. Là. C'est ça. Puis pour tes cours, c'est un cours optionnel qu'on parlait tantôt, je crois. Oui, c'est un atelier donc optionnel qui peut être donné à la fois en grande partie pour les étudiants au bac en design graphique, mais j'ai aussi des étudiants à chaque saison qui sont aussi en design de produits. Okay. Parce que dans le cadre du cours, il y a un aspect structurel. Oui. Donc, on va vraiment fabriquer du 3D. Donc, c'est intéressant parce que les étudiants en design de produits, j'aime bien qu'ils puissent amener leur expertise, leur point de vue et vice-versa avec les gens de design graphique. Donc, ça reste intéressant pour ça là, de côtoyer les deux bacs en design. Oui, vraiment. Est-ce que, dans le fond, il
il y a beaucoup de projets dans le... Ça fonctionne comment un peu le plan de cours là, du cours? En fait, il y a différents produits en vedette. Donc, moi, j'aime bien diversifier les types de mandats. Souvent aussi, je peux avoir 2 classes. Donc, je vais vraiment m'arranger pour que dans une cohorte au complet, le cours va se donner peut-être 3 fois dans une année complète, de m'assurer d'avoir des projets différents, des produits différents, que les étudiants travaillent sur des noms de marques qui vont être différents aussi, pour faire en sorte qu'ils puissent voir aussi d'autres étudiants travailler sur d'autres types de projets et avoir aussi des portfolios qui vont être assez diversifiés. On ne veut pas que tout le monde se ramasse avec le même produit dans le portfolio. Donc, c'est toujours des produits vedettes. Ça peut être... puis j'aime bien trouver des produits québécois un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, des algues, les insectes. Ça peut être la camerise. Donc, toujours des produits qui vont être différents. Ils vont travailler sur un structurel. Ils font vraiment une analyse complète du produit, le connaître, c'est quoi les clientèles pour ce type de produit-là, avec donc vraiment une recherche et une analyse stratégique, trouver vraiment éventuellement un positionnement en question et vraiment faire une étude complète de la concurrence pour être sûr que quand on met le produit en tablette, ben, on est dans un environnement concurrentiel qui va faire en sorte que le produit se démarquerait. Donc, ils vont travailler là-dessus, ils vont travailler sur tout le structurel, trouver une façon intéressante avec le choix des matériaux, avec la façon dont l'utilisateur utiliserait le produit, faire en sorte que ça se distingue bien en tablette aussi. Et après ça, chacun de leur côté, parce que la première partie est en équipe, là, après ça, ils vont travailler à travailler de façon individuelle à la création du logo, à la création de l'univers graphique qui va être utilisé pour donner une image à la marque en question et le décliner sur différents produits. Donc, il va y avoir même 3 gammes de produits différents avec le même branding, mais faire en sorte que toute la notion d'hiérarchisation de l'information, est-ce que le consommateur comprend bien que c'est la même marque qui présente différents produits? Tout ça est vu, donc ça fait partie vraiment de l'exercice. OK, full intéressant. nice. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai ma coloc qui l'a fait, puis elle a full aimé ça. On parle de Juliette, Juliette ici, Qui est présente, juste ici. qui est dans la gestion du podcast. Plug. Plug. Viens dire allô. OK, puis mettons qu'on rentre un peu plus dans le sujet du design d'emballage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule, faire un projet de design d'emballage? Souvent, ça peut arriver. Évidemment, il y a des clients qui vont se pointer, qui vont des fois être en train de créer un nouveau produit. Ça m'arrive régulièrement parce que, entre autres, je donne des formations et du coaching à des entreprises qui sont soit des startups ou des entreprises, ça fait plus longtemps, dans le domaine de l'alimentaire. Là, je le fais ici à Québec avec Mycelium, qui est un incubateur d'entreprises, puis aussi à Montréal avec le CIBIM, qui est le Carrefour international de l'industrie bioalimentaire à Montréal. Donc, souvent, ils vont arriver soit avec un projet nouveau. Donc là, à ce moment-là, ça va être vraiment d'établir les bases de ce branding-là, éventuellement créer le logo et créer l'univers graphique, puis l'appliquer sur différents. Des fois, ça peut être aussi un client qui va arriver avec un nouveau produit à travers... Il développe un nouveau produit, il y a déjà une image qui existe. Okay. Dans ce temps-là, c'est d'analyser est-ce que l'image actuelle fonctionne bien, est-ce que ça vaut la peine de rebrasser les choses. Des fois, ça va être une réactualisation du logo. Des fois, ça peut être carrément un changement complet. Là, ça m'est arrivé dans certains mandats de changer même le nom de la marque en question parce que le client était rendu loin par rapport à son image d'avant. Donc, pour répondre un peu à ta question de façon plus précise, les étapes, c'est vraiment à la base de déterminer vraiment c'est quoi circonscrire le mandat, déterminer vraiment ça va être quoi les types de produits, donc se documenter, comprendre le produit en tant que tel. Je peux donner un exemple, je pense que je vais me baser sur les kombucha ici sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années. Donc, dans ce cas-ci, il y avait justement la marque en question ne changeait pas, mais il y avait à rebrasser au complet le look graphique, le logo, faire en sorte de passer éventuellement de la bouteille à la canette. Donc, encore là, ça va changer les choses. On ne verra plus le produit. On va devoir avoir en tête que le produit en tablette, avant, se différenciait
Il y avait une différenciation qui se faisait facilement, voilà, avec les couleurs des produits. Donc, en passant en canette, on ne voit plus le kombucha en tant que tel. Donc, c'est de trouver d'autres façons. Donc, moi, dans ce cas-ci, c'était d'y aller avec des choix de taches de couleurs et tout ça. Donc, tout ça, on va travailler ça avec le client, déterminer avec lui un peu les objectifs. Souvent, moi, je vais travailler beaucoup avec des mood boards, des pistes créatives. J'aime bien leur arriver avant le processus complet, prendre quelques heures pour leur proposer des pistes. Pour orienter la création, en fait. Surtout s'assurer, est-ce qu'on va vers quelque chose de plus froid, ou au contraire, plus doux. Tout ça fait j'aime proposer des choses parce qu'après ça, je pars dans un processus qui peut durer une trentaine, une quarantaine d'heures pour rebrasser tout ça. Puis je veux vraiment m'assurer que on s'enligne sur les bonnes choses. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est important. Puis dans ce cas-ci, on y allait vraiment avec un aspect un peu plus chic que ce qu'ils avaient avant. On voulait davantage faire ressortir les différentes saveurs, ce qui paraissait moins avant. C'est vraiment bon comme kombucha, ça. Oui. Ah non, ils sont excellents. Là, à ma job, ils sont vraiment bons. Et donc, c'est un peu tout ça. C'est de vraiment s'assurer d'avoir exactement les contraintes avec lesquelles on va travailler. À la base, c'est un peu la particularité, je pense, en tout cas, de ce type de design-là, c'est qu'on travaille énormément avec la contrainte. Moi, je pense que c'est mon moteur. Là, ça me permet d'avoir des balises assez claires. Ouais. Je sais que, bon, je veux que le client voit rapidement les emballages, il soit capable rapidement de voir c'est quoi les différentes saveurs d'un seul coup d'œil. Tu sais, qu'on puisse vraiment placer les choses sur l'emballage pour que ça communique, comme je le mentionnais tantôt, donc toujours l'aspect de communication. Et donc, une fois que la présentation est faite, souvent, je dirais que je marque des coups de circuit assez souvent. Des fois, il peut y avoir des étapes où on va rebrasser des choses, ce qui est tout à fait logique aussi. Et après ça, on enligne vraiment les choses en vue de la production finale. Donc, dans ce cas-ci, je faisais affaire avec une illustratrice qui est une ancienne de mes étudiantes ici qui avait fait le cours de packaging qui s'appelle Rosalie Lacroix. Donc, Rosalie a fait les petites illustrations des différentes saveurs avec un effet de gravure que j'avais présenté lors de la présentation au client. Et après ça, on fait les différentes versions. Donc, là, le client me fournit les textes finaux, la liste d'ingrédients, enfin, tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et là, c'est vraiment la préparation des montages pour chacune des saveurs dans ce cas-ci. Et une fois que tout ça est approuvé, bien là, il y a plusieurs étapes d'approbation souvent. Après ça, ça part à l'impression pour le résultat final. Et souvent, je vais préparer aussi ce qu'on appelle des mock-ups. Donc, c'est des simulations des emballages. J'aime bien travailler, même des fois à l'étape de la présentation, je vais utiliser déjà mes bases de mock-up pour faire en sorte que le client voit de quoi va avoir l'air son produit en tant que tel. Et souvent, ça va servir après aussi pour eux quand ils vont vouloir faire des réseaux sociaux, ainsi de suite. Parce qu'un emballage, quand c'est refotographié, souvent, photographier un imprimé, ça reste jamais aussi clair et précis que si on fait une simulation avec un rendu 3D là, qui doit être évidemment impeccable pour pas que ça apparaisse. Là. Mais dans leur cas, à eux, c'est quand même assez le fun parce qu'ils avaient toute une série de photos de leurs anciennes bouteilles sur le bord de la plage, et sur des rochers, tout ça. Et là, il a fallu que je fasse des simulations complètes en allant chercher chacune des photos et replacer les canettes avec les éclairages. Donc, ça a été tout un travail, mais ça a bien fait. Pour un produit qui, dans le fond, était revampé durant l'hiver, ben, les photos d'été étaient impeccables. C'est ça. C'était impeccable. C'est-tu toi qui fais les mock-ups ou t'as comme une banque de mock-ups que tu utilises? C'est une banque de mock-up que j'ai, mais c'est sûr que tout l'aspect par-dessus, là, de le rentrer à l'intérieur du mock-up, rajouter des ombres. Dans le cas des canettes qui étaient sur des rochers avec des composantes des produits, ben là, fallait vraiment que je m'arrange. J'ai même eu une saveur qu'il a fallu que je recrée complètement en nettoyant complètement un des rochers, mettre la canette, puis remettre des pousses de houblon autour. Là. Donc, mon Dieu, OK. j'ai une certaine facilité. Là. J'adore bluffer un peu en donnant vraiment l'impression que c'est vraiment ça. Là. OK, damn. Fait que t'es rendu un pro des mock-ups, là, en fait. Je pense que j'en ai pas mal derrière la cravate, oui, effectivement. OK. Quand on a parlé de mood board, oui. Tu sais, mood board design, c'est autre chose que mood board produit.
Est-ce que tu as comme des plateformes que tu vas regarder plus que d'autres? Ben, moi, en fait, ce que je veux surtout, c'est faire en sorte qu'on comprenne l'esprit graphique vers lequel on veut aller. Est-ce qu'on est dans un style plus organique, un peu plus diffus, avec de la typographie qui est pas parfaite? Donc, ça va être souvent un collage d'exemples de packaging qui ont ce style-là. OK. Ça peut être des choix de typographiques, ça peut être... Je mets rarement beaucoup de photos. C'est vraiment pas là autant que vraiment de préciser un style graphique particulier. Donc, ça peut être organique, ça peut être linéaire, ça peut être très épuré aussi. Donc, j'essaie vraiment de cerner différents axes, puis toujours en le travaillant en fonction du type de produit. OK. Donc, je n'utiliserai pas un mood board qui m'a servi pour faire des kombucha avec quelqu'un qui ferait des crêpes parce que je vais m'arranger pour aller mettre des exemples qui vont dans l'esprit des crêpes par rapport au kombucha, qui est un autre univers. Donc, c'est un peu ce genre de mood board-là. L'idée, c'est d'avoir une planche qui va quand même se comprendre assez rapidement, où avec les éléments ne sont pas en contradiction les uns les autres, parce qu'à ce moment-là, on se questionne. Donc, ça fait un peu partie du principe de vouloir faire en sorte que le client comprenne rapidement vers où on s'en va, sans qu'il y ait encore la finalité. Puis souvent, bien, ça reste des fois un peu confrontant pour le client parce que il est obligé de choisir un style, mais il ne voit pas encore ça va être quoi son produit. Donc, il faut juste l'amener à une étape de plus, de dire, là, on s'en va vers cet univers-là, mais tu ne vois toujours pas encore ton design. Mais ça permet vraiment d'orienter parce que si on part dans un style linéaire, on travaille 30-40 heures, on présente au client, puis lui, finalement, on réalise qu'il aurait voulu avoir de quoi de très organique. OK. Ben, c'est vraiment un immense problème, là. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime y aller un peu par étape avec le client. Ça permet vraiment d'avoir... puis en plus, ça l'inclut dans le processus créatif. Je pense qu'ils aiment ça aussi, les clients. Là. J'aime mieux ça que de, comme dit, leur sortir un lapin du chapeau. Donc... Surprise! Surprise! Est-ce que tu aimes ça? Pas sûr, finalement. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Je les amène avec moi là-dedans, puis je pense que ça fonctionne bien. Là. Ouais, c'est bien les enligner, là, comme Oui, ça. exactement. Ils font pas le saut quand ils arrivent avec le design final. Tout à fait. OK, cool. Pour l'image de marque, là, tantôt, moi, je savais pas que des fois, en design d'emballage, vous faisiez comme l'image de marque au complet. Est-ce que ça vous arrive des fois de... Ben là, quand je dis vous, je parle de... Les designers. Les designers en général, là, je te vous vois pas, t'inquiète. J'aime que tu me tutoies. L'image de marque, dans le fond, est-ce que ça t'arrive de des fois rester avec comme des compagnies puis de continuer avec leur image de marque, que ce soit pour autre chose que du design de produit ou c'est vraiment le design d'emballage que... Bien, c'est très souvent, c'est sûr que, puis je l'ai vécu en agence avec des gros mandats où le branding était déjà établi. Ça dépend, à chaque fois, c'est de voir jusqu'où avec le client on peut enligner les choses pour faire en sorte que l'image soit cohérente. C'est un peu agaçant d'avoir un packaging à faire d'un client, mais sans qu'on ait accès à faire en sorte de revoir l'ensemble des choses puis de se coordonner. On peut pas arriver avec une gamme qui serait complètement en dichotomie avec le reste du branding. Donc, c'est sûr que... mais des fois, le logo existe déjà, le client ne veut pas toujours le refaire. Même le nom, des fois, moi, j'ai eu des noms que j'aimais absolument pas, mais je le dis tout le temps. Puis moi, ça reste indéniable. Je me dis... Je suis professionnel, je suis là pour donner mon avis. Donc, même si le client ne cherche pas mon avis sur tel sujet, je vais lui mentionner que ça, pour moi, présentement, dans la communication, il y a un frein. Les gens se questionnent pourquoi ce nom-là. Les gens ne comprennent pas la signification. Des fois, ça peut être très personnel parce qu'ils ont choisi ce nom-là pour X raisons. Puis là, ben, des fois, où ils ont investi, ils ont des enseignes, ils ont des néons, ils ne veulent pas changer le logo. Mais je vais quand même retourner, comme je dis souvent, retourner chacune des pierres en me disant, est-ce que ça sert la marque ou ça la dessert? Il y a des fois puis moi, c'est chaque élément, il va être analysé. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça nuit présentement ou ça peut marcher quand même? Donc, j'aime bien les peser, sous-peser, puis j'en fais part au client. Puis je dis, ça peut rester, j'ai pas de problème. Puis un client me dit, moi, j'aime le rose ou j'aime telle couleur, bien, si ça ne dérange pas du tout dans la perception, ça va bien avec le produit, puis que le client aimerait ce genre de couleur-là, j'ai aucun problème. Quand des fois, ça va comme un peu à l'encontre de la nature du produit, ben des fois, ça devient un petit peu plus... OK, mais au bout de compte, c'est le client qui choisit. Fait que j'ai fait ma part, j'ai dit que ces couleurs-là,
généralement, on ne l'associe pas à ce genre de produit-là. C'est plus sucré ou c'est plus salé. Enfin, il y a différents éléments de perception, mais c'est le client qui choisit en bout de ligne. Mais au moins, je lui ai mentionné. Moi, c'est ça qui fait un... Ouais. En tout cas, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que les clients veulent travailler avec ce genre de designers-là parce qu'ils veulent la vérité Oui. pour, tu sais, faire avancer leur logo aussi. Tout à fait. Puis moi, je respecte Ben, leur pas leur décision logo. finale. S'ils ne veulent pas changer les choses, ben, Ben, c'est c'est ça. Au moins, ça a été mentionné. Puis ça ne sera pas non plus un frein pour que je ne sois pas capable d'être créatif. Donc, même avec un nom que je trouve qu'il n'y a comme pas de bon sens, ben, j'ai réussi quand même à faire des logos et des designs qui C'est ça. étaient parfaits, ou à la limite même qui atténuaient un peu les mauvaises perceptions. Fait que c'est un peu, je vais quand même jouer là-dedans. Je reste toujours dans l'idée de est-ce que je peux communiquer autre chose que la perception qu'on a quand on entend ce nom-là, par exemple. Donc, voilà. OK, je comprends. En design d'emballage, vous avez il y a quand même beaucoup de contraintes, justement. Oui. Est-ce que... Là, ma question, c'est pas dans une question, là, c'est plus une ouverture de sujet, là, mais dans le fond, tout dépendamment des produits qui offre la compagnie, des fois, c'est difficile de garder la ligne directrice sur le design, sur leur image de marque. Parce que je veux dire, mettons qu'il y a une image de marque super funky, puis c'est un produit qui parle, c'est du steak, là, je sais pas trop. Fait que genre, est-ce que c'est difficile des fois de garder leur image de marque, puis de faire de quoi qui fonctionne avec le produit? Bien, c'est sûr qu'il faut... on reste de toute façon, souvent qu'on a peu d'espace pour travailler. C'est dépendamment aussi du volume de l'emballage en tant que tel. Il y a tout évidemment la partie technique de tableau de valeur nutritive, ingrédients, tout ça, les modes d'emploi, ainsi de suite. On s'en sort pas, mais je pense qu'on réussit quand même avec la partie du devant à faire passer le branding, à faire passer l'image. Donc là-dessus, on a peu d'espace, mais souvent, on va réussir quand même à faire en sorte qu'on connaisse bien la marque. Je pense que c'est essentiel. Là. Puis quand tu fais un design d'emballage, est-ce que c'est les clients qui donnent les fournisseurs ou c'est toi qu'il faut, tu as comme une banque de fournisseurs, puis là, selon tes projets, Ça il dépend faut que tu trouves d'autres fournisseurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui est touché, là. Moi, ça me fait peur un peu dans le design d'emballage. Ben, en fait, ça dépend. Des fois, le client a déjà lui-même ses propres fournisseurs, surtout quand c'est des clients qui ont déjà leur branding, ils ont déjà leurs produits. Des fois, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent ils sortent un nouveau produit ou ils veulent faire une réactualisation complète de leur image. Donc, ils ont déjà des fournisseurs avec qui ils se sont entendus. Okay. Ça peut être pour des standing pouches, là, des petits pochons qui se tiennent, ou ça peut être des canettes, ça peut être des pots de verre et tout ça. Donc, dans ce temps-là, on y va avec les gabarits qu'on va nous donner, tout ça. Okay. Dans certains cas, c'est surtout quand je travaille avec j'appelle ça des bébés clients, là, c'est des clients qui débutent, là, donc qui n'ont pas... Fait que c'est sûr qu'on va leur donner moi, c'est sûr qu'en plus, dans le cadre de mes formations à Mycelium ou au CIBIM, je vais leur donner des listes de fournisseurs pour justement les pots, pour les bouteilles. Ça peut être... donc, ils vont pouvoir aller éventuellement magasiner. Mais c'est sûr que moi, des fois, on me pose la question, ça vaut combien, mettons, là, un emballage en carton avec... Moi, je n'ai pas le détail des prix parce que, dans le fond, au final, c'est pas moi qui va faire les négociations. Je n'ai pas les quantités, j'ai pas... Donc, souvent, on sait que tel type d'emballage peut coûter plus cher qu'un autre, surtout quand on est dans le suremballage, mais sinon, c'est vraiment entre le client et le fournisseur. Okay. Moi, je travaille comme entre les deux. Une fois qu'il s'est entendu sur tel fournisseur pour ses standing pouch, bien là, je vais recevoir un gabarit par courriel et ça va être ma matrice sur laquelle je vais travailler pour venir placer mon design. OK. Puis est-ce que vous faites des fois attention à des trucs comme, au niveau de l'éco-conception, des trucs comme ça, utiliser des matériaux qui sont plus écologiques, recyclés, etc.? En fait, l'éco-conception, il se passe présentement un grand changement par rapport à ça. Donc, je l'enseigne dans le cadre de mes cours, puis je l'enseigne aussi dans mes formations que je donne. D'avoir en tête que là, présentement, on est en train un peu de changer la donne. Ouais. Avant, il y avait différents types de matériaux qui étaient plus ou moins recyclés. Et là, avec le fait que maintenant, ça va être Éco-entreprise Québec depuis janvier 2025 qui reprend le contrôle de la récupération des matériaux. Donc là, toutes les municipalités au Québec sont rassemblées derrière la façon dont ça va fonctionner. Ce qui fait en sorte que là, maintenant, peu importe l'emballage, on doit le mettre dans le bac de récupération. Okay. Donc, on ne suffit plus aux petits logos partout qui disent ça, tu le recycles pas.
on le met dans le bac et éventuellement dans les centres de tri, bien là, à ce moment-là, ils vont pouvoir aller chercher des plus gros volumes pour aller chercher éventuellement des marchés pour ces matériaux-là. Ça n'empêche pas qu'il y a des matériaux qui restent quand même à proscrire par rapport à d'autres. Donc, c'est sûr que nous, on a un rôle comme designer, éventuellement aussi les fabricants des emballages, donc et évidemment les fabricants des produits, d'aller chercher des plastiques, par exemple le numéro 2, le numéro 5, qui vont être vraiment des plastiques qui se recyclent très bien. Et d'avoir en tête que, dans le fond, on doit avoir en tête, moi, ce que je réexplique souvent, c'est la circularité des matériaux. Oui, exact. Donc, de faire en sorte qu'on ne produise pas, on n'extrait pas un matériau de la terre pour éventuellement faire un emballage puis qu'il se retrouve même au compost. Le compostage, ça casse souvent des mythes, là, je l'explique, puis c'est basé sur les données d'Éco-entreprise Québec, que dans le fond, et un documentaire que je fais visionner mes étudiants, dans le fond, c'est un matériau qui va se retrouver enfoui et qui ne resservira pas une deuxième fois. Donc, le but, c'est que le matériau puisse revenir. Donc, le papier, le carton et les plastiques qui sont recyclables, l'idée, c'est que la matière revienne de façon constante pour faire en sorte qu'on élimine le moins possible. Exact. Donc, l'éco-conception, ça devient ça. C'est vraiment d'avoir en tête qu'on veut que nos matériaux reviennent. Et les clients, moi, je suis quand même assez fasciné de voir que autant c'était pas ça il y a 20 ans, autant depuis 10-12 ans, là, c'est vraiment systématique. Puis dans les dernières années, il n'y a rien qui passe si c'est pas absolument. Exact. Là, il faut que les fabricants quand même acceptent, et là, ça commence à marcher, acceptent que ça soit quand même des produits en plastique, que le consommateur réalise que c'est du plastique, puis que le consommateur, éventuellement, comprenne que le plastique n'est pas à démoniser et qu'il doit revenir. Donc, il y a un peu de ça. Donc, c'est bien écrit recyclable. On indique vraiment le type de plastique. OK, je comprends. Ouais, c'est un beau... Je vous donne un Ouais. petit wrap-up C'est de... vrai que c'est important. J'aime ça. Ouais. Moi, je l'avais vu, j'avais fait un cours sur justement un de mes projets de cours sur l'économie circulaire, justement. Fait que tous les trucs, Ok, je les avais c'est ça. vus, puis en tout cas, je trouvais ça full intéressant, mais les Ouais. gens le savent comme pas Non. en ce moment, fait que c'est important Tout à comme de fait. dire. Puis c'est ça. Là, ce qu'on sait, c'est que dans le fond, dans le bac, c'est tout ce qui est emballage, contenant et imprimé. Et je trouve que là, les publicités qu'on a sont souvent plus axées sur mettez pas un tuyau d'arrosage ou mettez Non, pas une c'est affaire dans ça. le bac. Plutôt simplement de rappeler aux consommateurs mettez ça, ça et ça, that's it. Puis je trouve qu'il faudrait effectivement qu'il y ait plus de publicité de la part du gouvernement pour faire en sorte que le consommateur réalise un peu tous ces éléments-là. Parce que là, c'est les fabricants qui sont pris avec la perception négative d'un matériau comme le plastique. Et, mais là, les fabricants le voient. Puis de toute façon, dans le packaging, il reste qu'il y a quand même des matériaux qu'on n'a pas le choix d'avoir Non, parce exact, qu'on veut c'est conserver le produit. Puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'au-delà de l'emballage, la perte d'argent par rapport à des produits qui seraient jetés aux poubelles est plus grande que l'empreinte écologique d'un emballage qui se retrouve à la poubelle. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on s'assure de protéger les produits. Et ça, c'est le rôle de l'emballage primaire. Donc, voilà. Ah, c'est intéressant. Vraiment. C'est vrai. Puis là, mettons qu'on parle justement un peu plus de la production, là, fait que plus l'étape de créer l'emballage. Est-ce que tu as comme des trucs qu'il faut comme anticiper ou des techniques comme pour pas aller dans certains pièges? Des trucs comme Bien, ça. c'est certain qu'il faut avoir en tête les façons dont les choses vont être imprimées. Donc, souvent, autant sur le plastique que le papier ou le carton, les qualités d'impression sont bonnes. Mais des fois, je travaille entre autres pour des fabricants de fraises et souvent, il peut y avoir de l'impression qui est faite en... Je suis en train d'oublier le terme, là, mais je dis tout le temps que c'est un peu imprimé comme à la patate. Là. C'est des presses comme en caoutchouc, là, en flexographie. Bon, je cherchais le terme. Donc là, c'est sûr qu'on est limité. Les trames sont limitées parce qu'ils vont se mettre à boucher après un certain nombre de copies. Fait qu'il c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails techniques d'impression qu'il faut savoir. qui peuvent jouer. Moi, j'aime bien trouver des couleurs qui vont souvent avoir... Ça, c'est vraiment des trucs du métier que j'ai appris avec les années. Là. C'est d'avoir des recettes de couleurs quand on travaille en quadrichromie, en siamoaki, d'avoir des recettes où on peut avoir un solide d'une de ces 4 couleurs-là. Il y a plein de trucs techniques là, qu'on apprend au fur et à mesure, puis que j'essaie d'appliquer dans le cadre du cours, puis de donner des informations là-dessus. Ça reste un cours, oui, qui est à l'université, mais il y a un aspect technique qui reste intéressant pour les étudiants de connaître avant de commencer à travailler aussi. Fait qu'il faut faire le cours. Là.
Hein? Faut faire le cours. C'est ça, Oui. exact. J'espère vous convaincre. obligé. Oui, là, ça m'intéresse full. C'est sûr que je vais essayer de le prendre. Vraiment. Mais c'est sûr que c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de troisièmes qui le prennent le cours. Oui. Fait qu'ils Ouais, ont plus plus de de- crédits, fait que là, ils ont plus. Souvent, c'est plus les troisièmes, je pense, qui font le cours. Là. J'ai quelques Parce que les deuxièmes deuxièmes, années. ils ont C'est plus ou souvent, moins de c'est souvent place, des là. troisième années, sauf que souvent en troisième année, ils ont aussi le cours de branding. Donc, Yeah. ça leur fait quand même des cours assez costauds. Parce que le mien, c'est 3 crédits, mais c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Par contre, je pense que c'est intéressant parce que ça va être une expérience intéressante aussi à mettre dans son portfolio. Ben oui. Donc, le cours n'est pas boudé, au contraire. Là. Fait que, Puis ça montre aussi une certaine facette du métier. Ben oui, en c'est général, ça, exact. là. ouais. C'est une Puis moi, facette super différente. autant dans le cours de branding que je donne aussi que le cours de packaging, j'essaie toujours de ramener les expériences que j'ai. Je me dis, vous êtes à la veille de commencer à travailler pour la plupart, donc vous avez besoin d'avoir vraiment du concret. Puis je me dis, tout ce que je peux donner, tout ce que je peux donner comme contexte aussi quand on travaille sur des choses, dire OK, en agence, ça se passe de telle façon ou avec le client. Je ramène tout le temps des choses qui sont concrètes. Je pense que vous avez faim de ça. Là. Ouais, Ouais. c'est ça qu'on aime. Là. Ouais. C'est ça Fait que qu'on ça, veut. j'essaie de le faire travailler en conséquence. là. OK, cool. Est-ce que tu fais beaucoup de design d'emballage conceptuel ou c'est plus quand même de type? Ben, c'est sûr que c'est très alimentaire, là. Évidemment, c'est du packaging, donc on reste quand même avec. On veut communiquer le produit, que le consommateur comprenne qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, ça reste quand même assez fonctionnel comme type de packaging. C'est assez rare. Tu sais, j'ai des clients, des fois, à un moment donné, entre autres pour des macarons. Son produit n'est pas vendu en épicerie, donc il est vendu à sa boutique. Donc, on peut se permettre à ce moment-là d'aller simplement avec un design un peu plus chic et avec pas d'éléments, pas de tableau, pas d'ingrédients. Donc, on peut se permettre un peu plus de fantaisie, si on veut, malgré que la ligne qui a été choisie pour c'est les macarons de Sophie, elle reste quand même très clean. Là. Donc, il n'y a pas rien de flyer. Là. OK. Parce que c'est ça. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, là. Mais il y a comme une bouteille de champagne que c'était comme ça venait dans un gros rouge à lèvres. Genre. Oui, ça, c'est... Fait qu'il y a comme plein J'aurais pu en amener, emballages là, conceptuels je- que c'est le fun à voir, genre. Absolument. Ça, c'est les Veuve Clicquot. Ouais, Veuve Clicquot, qui a une couleur iconique aussi, là, qui est un espèce d'orange, jaune-orangé. Et j'ai... Ma tante a une collection de Ben, moi, j'ai pas le rouge à lèvres, tu vois. C'est le le seul. rouge à lèvres, je pense. Puis la pas, boîte à c'était mal non Veuve. plus. Mais moi, j'ai le Ouais. tube de. Je les ai tous achetés à ouais. partir du moment où ils ont sorti ça, ou enfin, sauf les premières fois où je les ai peut-être pas remarqués. Mais oui, Veuve Clicquot, eux, ils s'amusent à sortir au temps des fêtes un emballage cadeau vraiment qui devient comme un bel objet. Et c'est au même prix. Là, donc, le champagne, ça reste quand même que c'est du champagne. Là, mais il n'y a pas de prix qu'on paie pour l'emballage en tant que tel par rapport à acheter une bouteille qui serait juste à côté. Et ils se sont vraiment amusés à incorporer la bouteille dans des... Fait que j'aurais dû en apporter, j'en avais chez moi, là, le petit réfrigérateur. Ouais, moi, j'ai c'est le fun, tube ça. de Il y a peinture, une j'ai le valise crayon. aussi. Ouais, le crayon, c'est vrai. Oui, il y a le crayon. Fait que, OK. bref, et oui, effectivement. Mais c'est sûr qu'en même temps, quand on parlait d'éco-responsabilité, ça c'est reste sûr. que c'est du suremballage. Il n'est pas nécessaire, mais au niveau où ils le font, ça devient même un objet décoratif à la collection, ouais, limite. c'est Donc, ça, il ne sera pas jeté à la poubelle. Fait qu'il y a peut-être un peu ça, mais c'est quand même plutôt rare. C'est sûr que c'est plutôt rare qu'on ait à travailler sur un packaging d'emballage qui soit sans les contraintes techniques là, de la mise en marché. Donc, c'est plus rare. C'est ça. OK. Puis, admettons, quand tu commences un projet, puis est-ce que tu as beaucoup... Est-ce que c'est les clients qui disent « OK, je veux que ça soit dans une canette » ou des fois, c'est toi qui as un peu choisi selon le concept, puis... Ben, ça peut arriver, comme je pense entre autres, j'ai travaillé sur un projet de Gravelax à un moment donné avec une cliente qui, elle, partait son projet. OK. Et là, c'était vraiment, j'avais fait une recherche de dans quel type d'emballage on pourrait présenter son produit. OK. Est-ce qu'on le présente parce qu'il allait être sous vide? Mais sous vide, ça peut être, il y a plein de choses. Ça peut être juste un sac sous vide avec une languette de carton puis c'est broché. Ça peut être sous vide avec un carton. Est-ce que c'est un carton qui est mis dans une autre boîte? Donc, il y avait différentes
possibilités. Donc là, j'ai vraiment fait de la recherche là, par rapport à tout ce qui se faisait au niveau des produits ici, même en Europe, comment c'était présenté, pour en arriver avec une pochette un peu de carton, avec un peu comme on appelle ça un oreiller, là, mais c'est un peu comme un chausson de pomme chez pas faire de publicité pour un fast-food, là, mais bon, qui a un M là, comme logo. Donc, c'était un peu ce format-là, puis il y avait le sac était avec le sous-vide était à l'intérieur. Donc, c'est un peu, oui, à l'occasion, on peut vraiment avoir à faire une recherche de quel genre d'emballage on va choisir. C'est ça, tout dépendamment de si les clients vous ont pas déjà donné des contraintes. Exactement. Voir un peu sa perception. Est-ce que ça fait trop sur-emballage, mais en même temps, c'est un produit de luxe. Donc, si on voit tout le plastique, puis c'est juste un brochage, ça va pas bien avec l'image de marque qu'on veut donner. Donc, c'est tout ça qu'il faut évaluer. C'est important. Puis dans le cours aussi, j'en parle beaucoup du positionnement qu'on a par rapport à notre produit. Je montrais des exemples en classe là, de différents pots de confiture. On peut avoir vraiment des styles très différents, autant au niveau du graphisme, du logo, des choix typographiques, que du pot en tant que tel. Si on achète un pot de confiture double fruit ou qu'on achète un pot de confiture de chez Cassis et Mona et Cassis, à l'île d'Orléans, qui est un format plus petit, avec un bouchon plus gros, il y a une petite languette autocollante, ça a presque l'air d'être signé par celles qui ont récolté les confitures ou qui ont fait les confitures. Tous ces éléments-là sont en lien avec ce qu'on veut faire comme perception pour le produit. C'est quoi son positionnement? On risque pas mal plus d'acheter un produit comme ça qui va coûter plus cher. Il y en a moins, mais on pourrait l'offrir en cadeau. Ça pourrait être un cadeau d'hôte, un cadeau d'hôtesse, tandis qu'on n'arrivera pas chez quelqu'un avec un gros pot de double fruit. Donc, c'est toutes ces décisions-là qui vont être prises au niveau marketing. Ça, souvent, ça va être le client. Ça peut être aussi aidé par des spécialistes en marketing alimentaire. Je travaille, entre autres, souvent avec Isabelle Marquis, qu'on voit régulièrement à l'émission L'épicerie, qui commente différents sujets. Puis Isabelle, c'est la spécialiste pour justement déterminer pour tel type de produit. Si c'est une huile, par exemple, ça serait quoi le bon format pour, en fonction de la clientèle, en fonction d'aller, mettons, on va aller chez Avril par rapport au... Donc, ça, c'est vraiment des gens qui vont être spécialisés pour prendre les décisions marketing de toutes les composantes du prix de revient par rapport à l'habitude de la clientèle. Donc, ça, c'est une autre science. Je finis par avoir énormément de connaissance malgré tout de tout ça, mais j'ai pas cette science-là. Ça reste que c'est pas mon métier. Je peux donner mon avis, mais j'aime bien quand c'est quelqu'un qui a cette spécialité-là qui peut aider les clients. Fait que ça t'arrive de collaborer avec d'autres gens. Absolument, absolument. Donc, pour moi, ça reste... Parce qu'il faut avoir en tête qu'on est un peu chef d'orchestre là, quand on fait du design graphique. C'est nous qui allons, je parlais tantôt de travailler avec des illustrateurs, des illustratrices, on va travailler avec les imprimeurs. Donc, on est capable assurer quand même une bonne gestion de tout ça. Mais des fois, ça prend des collaborateurs de plus qui se rajoutent, qui ont des sciences que nous, on n'a pas. Moi, je ne fais pas de plan de communication, j'ai pas une formation spécifique en marketing, comme je parlais tantôt avec Isabelle, qui, elle, c'est vraiment sa spécialité. Donc, il faut vraiment qu'on ait des aides. Chacun peut intervenir, comme de la publicité en tant que telle. Oui, je peux faire une publicité rapide pour un des produits d'un de mes clients, mais c'est pas moi qui a une... Même si j'ai fait de la pub dans le début de ma carrière, ça reste quand même que c'est un autre volet. Le placement média, c'est un autre volet aussi. Où est-ce qu'on place les annonces et tout ça. Donc, c'est tous des métiers qui se côtoient et on peut interagir. Là. Même chose pour les sites Internet, par exemple. Moi, je peux, orienter un style visuel, comment j'aimerais que le site soit, mais... J'ai pas la science pour bâtir des sites Internet. Alors, je préfère que le branding que j'ai conçu soit donné à une autre firme qui, elle, ça peut être un indépendant aussi, qui va bâtir un site en fonction du respect du branding que j'ai créé, par contre. Okay. Concernant la concurrence, des fois, on dit qu'il faut comme que l'emballage se démarque des autres marques. Mais mettons qu'on regarde les pots d'huile, c'est tout le temps des bouteilles de verre teintées vert, avec souvent des étiquettes jaunes. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner concernant comment se démarquer, comment que le produit fait pour se démarquer de la concurrence? Tout à fait, c'est un bon exemple parce que j'ai travaillé sur le Prairie-Heure, justement. En fait, souvent, on va vouloir
se démarquer par rapport à la compétition, mais en même temps, des fois, il y a comme des Faut pas prérequis ou déboussoler non des plus, éléments. ouais. Tu sais, à un moment donné, tu dis, j'ai pas le choix, là, je travaille dans tel type de produit. Fait qu'il y a un peu ça qui peut être analysé. Dans le cas du Périllard, c'est sûr qu'il y avait 2 produits qui étaient de l'huile de tournesol et il faisait aussi le pois jaune. Donc, le tournesol jaune, le pois jaune, on avait comme j'avais un peu de difficulté à m'enligner vers une autre couleur que le jaune. Ouais. Je suis allé vers un jaune un peu plus beurre, si on veut, par rapport à un concurrent qui s'appelait à l'époque Champy. Et il y avait quand même différents types d'huile. Puis dans ce cas-ci, il fallait vraiment qu'on le démarque aussi par rapport aux autres parce que il y a des huiles de cameline, des huiles de chanvre, il y a les huiles de tournesol, il y a des huiles, il y en a plein. Puis la particularité de celui-là, c'est que c'est du tournesol oléique. Donc c'est un tournesol qui n'est pas connu au Québec, qui est plus connu en France, mais qui a un taux de monoinsaturé qui est le plus élevé, même plus élevé que l'huile d'olive. Puis en plus, on peut le chauffer alors qu'on ne peut pas vraiment avec l'huile d'olive. Donc, c'est une huile, je ne veux pas faire une publicité pour mon client, là, mais c'est vraiment une huile incroyable à connaître. Et donc, l'idée, c'était de faire ressortir ça. Parce que l'huile de tournesol, généralement, on considère ça un peu comme une huile un peu plus bas de gamme, mais lui, avec la particularité d'être oléique, ça valait vraiment la peine. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, ça, je l'explique aussi dans le cadre de mes cours, qu'il y a une façon technique d'indiquer qu'un produit, une façon légale. Donc, il y a vraiment le terme huile de tournesol à faible teneur en acide. En tout cas, ça, c'est le nom plate. Et l'idée, c'était de faire ressortir que c'est du tournesol oléique et en plus qui était bio. Donc, voilà. C'est un peu ça. Mais pour répondre à ta question de façon plus précise, ben, dans ce cas-là, j'ai respecté quand même, tu sais, les choix de bouteilles, on n'a pas tellement de choix non plus. On veut s'assurer que le client va avoir une bouteille que s'il renouvelle dans 2 ans, dans 3 ans, ben ça, c'est un danger. Si on va chercher une bouteille bien capotée en Allemagne, mettons, puis que finalement, après 3 ans, le distributeur, le fabricant ne la fait plus, mais là, tu es obligé de refaire complètement le packaging. Donc, c'est important d'avoir une certaine récurrence aussi au niveau de l'achat des matériaux. Dans le cas des huiles, bien évidemment, c'est pour ça que c'est toujours tu disais vert, mais il y a brun aussi. Il faut que ça les protège du soleil pour pas que ça s'oxyde. Donc, il y a la protection du produit qui fait que c'est des contraintes qu'on a. Ça sont teintés tout le temps. Ils sont teintés à cause de ça. Exactement. Comme la bière aussi, c'est la même chose. On dit des fois qu'une bière va sentir la moufette, là, c'est parce qu'elle a été exposée au soleil. Mais dans leur cas, à eux, on a vraiment joué la couleur vraiment au maximum, avec aussi la petite pellicule qui vient rajouter. Donc, ça se démarque quand même très, très bien en tablette par rapport au ça fait que c'est bien de se démarquer, mais en même temps, il ne faut pas déboussoler les clients. Exact. Puis s'assurer que ça soit en lien avec ce qu'on veut comme perception. Donc, voilà. C'est un peu... Des fois, il faut faire des compromis ou dire, bon, on y va là-dessus, mais on le joue fort. Fait que dans ce cas-ci, j'ai dit, OK, on reste jaune, mais on va le jouer fort. OK, c'est bien. Concernant un peu la hiérarchie des informations sur le design d'emballage, comment ça fonctionne un peu? Bien, moi, je note toujours comme 4 étapes qui est importante. Il y a un principe même à la base que je parle dans le cours qui est le 3-3-3. C'est une théorie du 3-3-3 qui est, quand on est à l'épicerie, on passe dans un rayon d'épicerie, on va être à peu près à 3 mètres d'une section. Ensuite, si on se rapproche un peu, mettons qu'on est dans les yogourts, on se rapproche un peu, on va être à 3 pieds pour déterminer, OK, ça, c'est les yogourts telle marque, ça, c'est les yogourts telle autre marque. On voit qu'il y a différents produits. Donc, chacune des gammes a ce qu'on appelle un territoire de marque. Et on a 3 secondes à peu près. Notre œil va rester à peu près 3 secondes sur un produit pour se faire une idée de ce que c'est. OK, c'est un yogourt grec, puis il y a telle saveur par rapport à un autre. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Ce qui fait que moi, toujours dans mon esprit de communication, c'est de me dire, est-ce que les gens, ça c'est le premier point, est-ce que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est-tu clair? Est-ce que j'ai besoin de le prendre ou d'essayer de comprendre, OK, c'est des biscuits qu'il y a là-dedans. Ça ne marche pas. Ouais. Les gens n'auront pas le temps. Je vous l'ai dit, 3-3-3, ils ne se questionneront pas. Donc, on a besoin d'être simple, qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en partant. Puis ça, c'est un peu la bête noire de mes étudiantes, des fois, parce qu'ils veulent faire un beau design, mais qui ne communiquent pas suffisamment. Oui, graphiquement, c'est beau, le choix de typo, la disposition, mais c'est quoi qu'il y a dans ce tube-là? On ne comprend pas. Donc, l'aspect de communication, pour moi, c'est l'aspect numéro 1.
Le deuxième point, c'est qui me propose le produit. Donc, c'est quoi la marque? Puis après ça, ça va être, OK, est-ce que je comprends qu'il y a plusieurs saveurs? Ça va être souvent la couleur qui va un peu comme l'exemple qu'on voit avec les kombucha ici, où on a plusieurs couleurs. Donc, rapidement, quand on se promène en tablette, on voit que c'est des kombucha, puis rapidement, on voit qu'il y a des saveurs. OK. Puis finalement, le dernier point, c'est, bon, y a-tu des avantages nutritionnels? Y a-tu, tu sais, puis ça va être souvent des petits icônes, des éléments qu'on va venir placer pour donner finalement, dire au client, hey, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça, ça fait ci, ça fait ça. Donc, ça, c'est comme le quatrième niveau. Donc, la hiérarchisation, c'est beaucoup basé là-dessus, de faire en sorte que chacun de ces niveaux-là soit bien réparti pour que le consommateur, il les décortique de la même façon. OK, je comprends. Nice. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus des produits derrière toi. Oui. Bon, j'ai amené, Je trouve ça j'ai amené très différentes intéressant. affaires. Il y a des Ouais, affaires que c'est c'est pas ça. moi qui ai fait. Là. Ça, c'est des marques espagnoles. J'en ai apporté parce que je les trouvais intéressantes. Je trouvais qu'il y avait un côté très flash là, au niveau de l'appel qu'on appelle ou de l'alerte. C'est-à-dire que le consommateur en tablette, nécessairement, vont rapidement identifier ce type de produit-là avec un design de poids qui revient sur l'ensemble de ces gammes-là. Fait que moi, je trouve ça toujours très fort quand on joue sur la texture, faire en sorte que ça se démarque bien. Il y a lui que je trouvais très drôle parce que c'est à la SAQ, c'est une espèce de crème écossaise avec le petit chapeau. C'est sûr qu'en épicerie, probablement que ça ne marcherait pas parce que les gens partiraient avec. À la SAQ, OK, c'est peut-être un peu plus safe de l'avoir. Sinon, ben, il y a des produits, comme je vous ai parlé du Prieuré tantôt, Reine-Mère, justement, sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années. Donc, ça, c'est un petit exemple d'emballage que j'amène en classe, un peu pour expliquer aussi aux étudiants et étudiantes là, comment on dispose les éléments, faire en sorte que, dans le fond, c'est la particularité de l'emballage aussi, c'est qu'on a différentes surfaces, donc on peut essayer de présenter certains éléments, mais des fois, on va se restreindre à aller vers d'autres volets de l'emballage en tant que tel pour faire passer d'autres messages. Donc, c'est un peu tout ça. Puis ça reste un défi aussi pour les étudiants de réaliser qu'on va le travailler comme à plat, mais à un moment donné, il faut faire des petites maquettes. Là. On les découpe. Ils peuvent être en format réduit. Moi, des fois, je fais des bébés maquettes pour voir là, en 3D, ça a l'air de quoi? Est-ce que les choses ressortent bien? Donc, ça, c'est d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années. Donc, des clients qui travaillent pour... en fait, c'est des produits de muffins. On parlait tantôt ça s'appelle Vrai Plaisir. Donc, quand on fait un design, il faut vraiment avoir en tête que les éléments qu'on va déterminer, on va pouvoir les réutiliser à différentes formes par la suite. Ouais. Dans le cas de Vrai Plaisir, ma cliente Zineb, à l'origine, c'était des gâteaux qu'elle faisait. Des gâteaux, puis la particularité de son gâteau, de ses desserts, c'était d'avoir des desserts avec moins de sucre. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un petit symbole ici qui s'appelle sucré avec retenue. C'est bon. Et avec la petite main. Et donc, j'avais tout fait le design, fait le création de logo, le style photo, les illustrations, tout ça que j'avais trouvé. Mais par la suite, elle a décidé finalement de ne pas faire des gâteaux. Donc, moi, tout le packaging avait été fait en fonction de boîtes de gâteaux. Et par la suite, elle a décidé de faire des mélanges pour muffins, crêpes, brownies et biscuits. Et donc, dans le fond, j'ai simplement je suis reparti des éléments graphiques que j'avais faits et de façon beaucoup plus rapide parce que, dans le fond, les choix typos, le style, les illustrations, les choix de couleurs étaient déjà faits. C'est simplement de réadapter le design en fonction de d'autres produits qui se retrouveraient sur des standing pouches comme ici. Ouais, Donc, c'est dans ce sens-là que c'est ce qu'on fait un peu dans le cadre du cours aussi. Quand je disais, on travaille sur un produit vedette qui, lui, va être décliné sur 2 saveurs. Mais après ça, ce design-là, on va l'appliquer sur... Ça pourrait être, mettons, je vous donne un exemple, ça serait des produits à base de chanvre. Bien, ça pourrait être, mettons, des biscuits au chanvre. Mais après ça, on pourrait faire de la bière au chanvre, puis on pourrait faire du savon au chanvre. Bien, c'est sûr qu'on se retrouve à appliquer les mêmes éléments graphiques, mais sur différentes autres gammes de produits qui n'ont pas du tout la même forme. Exact. L'idée, c'est qu'on sente très, très bien la déclinaison, que ça ne soit pas nécessairement un copier-coller non plus, qu'on utilise la forme différente, mais qu'on comprenne bien la marque, la façon dont les choses sont placées, tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on voit dans le cadre du cours. OK, je comprends. Quand tu fais le branding d'une marque, tu sais un peu sont taxés dans quel... Je veux dire, mettons que on associe du lait à du blanc, du bleu. Est-ce que, selon les marques, quand tu fais les designs, le branding, est-ce que ça peut être des fois difficile?
selon Ben, les couleurs qu'ils ont choisies? Ou, C'est sûr que moi, je me fais toujours une planche de recherche de concurrence. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller chercher. Dans le cas des produits qu'on voit là, je vais avoir une planche complète de la concurrence. Des fois, mettons, les confitures au Québec, il y en a, là. J'essaie d'aller chercher les plus connus ou celles qu'on va retrouver un peu plus de façon systématique en épicerie. Puis j'essaie vraiment de trouver une façon différente de me positionner par rapport aux autres. Donc, c'est sûr. Mais il y a effectivement des... puis aussi, il y a des couleurs qui vont être moins évidentes, là, dans le sens que il y a eu une passe à un moment donné où il y avait beaucoup de blanc ou beaucoup de noir, mais souvent, je trouve que ça ne ressort pas beaucoup en épicerie. Donc, j'ai plus tendance à vouloir que les couleurs peut-être punchent un peu plus. Puis effectivement, il y a des couleurs qui tombent davantage sur... Je vais donner un exemple parce que j'ai ma cliente ici. Je vais juste le sortir. Bon, désolé. C'est une cliente qui a fait qui faisait des bouillons à fondu, qui s'appelle simplement Cozy. Et elle voulait rose. Puis elle m'avait montré des exemples de... Je pensais que c'était de la fondue au chocolat, moi, tantôt. Ouais, moi aussi, je pensais que J'avais pas vu chinoise tantôt. Moi, ça a été discuté avec ma cliente de dire le rose, ça va être très associé à du sucré. C'est ça, Alors que du bœuf, ou là, puis elle a fait d'autres déclinaisons. Mais c'était son choix. C'était comme son brand à elle. C'était sa couleur. Elle s'habillait avec cette couleur-là. Puis pour elle, c'était comme... Elle voulait que ça sorte de l'ordinaire dans le rayon. OK. Fait que c'était un choix, puis c'était un risque. Moi, je lui ai dit que qu'il y avait un frein, parce que nécessairement, c'était pas à côté de ton produit, mais elle remporte plein de prix. Elle est excellente, Cassie, avec le travail qu'elle fait. Elle a développé des nouvelles gammes. Elle a sorti une série de sauces aussi. Donc, finalement, elle est allée au-delà de ma recommandation, mais en étant conscient qu'il y avait ce frein-là. Mais en même temps, elle pousse tellement fort sur son branding que finalement, elle va probablement faire en sorte qu'à un moment donné, ça ne sera plus un frein et sa volonté initiale de dire moi, je veux la marque qui est en rose, ben ça va devenir un classique, si on veut. Mais c'est sûr qu'elle rame. Elle travaille fort, mais elle réussit très, très bien. Mais ça fait partie des exemples. C'est un exemple très concret de ça, c'est pas particulièrement évident pour ce type de produit-là, mais dans ce cas-là, c'est un cas qui se peut. C'est ça, mais je trouve ça cool parce que même l'emballage, tu sais, souvent dans des emballages comme ça, c'est plus des trucs sucrés aussi, comme des desserts, des trucs, là. Oui. Tu sais, justement, avec le bouchon puis tout. Oui, parce qu'elle m'avait montré une photo d'un immense réfrigérateur de soupe qui avait des couleurs très funky. Puis encore là, de la soupe, c'est pas sucré, c'est salé. Non, c'est ça. Puis je pense que c'était ça son but, c'était de faire en sorte que il se passe de quoi en épicerie. Donc, Je trouve ça vraiment cool. c'est un exemple qui se peut. Voilà. Cute. C'est ça qu'il y avait les illustrations? C'est souvent, je vais partir. En fait, les méthodes de travail évoluent tout le temps. Dans ce cas-ci, c'était à partir d'une banque d'images. Des fois, je vais en recréer. Ça peut être aussi l'intelligence artificielle qui peut m'aider à recréer des choses. Donc, il y a différentes. Tu sais, je reste que je suis pas vraiment un illustrateur. Donc, c'est sûr que je vais souvent faire affaire avec. Je veux dire, je vais appliquer ou je vais prendre des banques d'images, mais je vais les retravailler pour leur donner une saveur particulière. Tout est dans la façon d'orchestrer les choses un peu aussi. Je n'ai pas le goût que mon client retrouve tel quel des choses sur lesquelles je travaille pour lui. Tu vois, là, j'ai travaillé il y a quelques temps sur un produit, c'était du caramel. Donc là, en fait, c'est du caramel, mais qui est fait à partir du même garniture que les macarons de la cliente en question. J'ai simplement créé une image avec l'AI pour avoir le macaron en tant que tel. Et il a fallu que je fasse du traitement image parce qu'il y avait une version que c'était du caramel qui était chunky à côté. Il y avait comme deux saveurs. Fait que là, dans ce temps-là, je réutilise l'intelligence artificielle pour me rebrasser les choses pour que je puisse avoir... Puis là, je fais un peu de Photoshop avec du mocha pour donner vraiment l'illusion que c'est vraiment la même coulée. Mais là, cette fois-là, il y a des morceaux de noix, je pense, à l'intérieur du caramel. Donc, c'est des outils. Je pense qu'il faut avoir en tête que... c'est ça. Bref, ça peut être soit des banques d'images, des banques d'illustrations ou... puis pour les photos aussi, c'est souvent, je travaille avec des photographes qui sont spécialisés en alimentaire, mais éventuellement aussi, là, dans certains cas, c'est arrivé que j'ai eu à utiliser de l'intelligence artificielle, par exemple, pour travailler. Parce que
les clients en question n'avaient pas la possibilité d'aller en shooting photo. OK. Fait qu'il y a possibilité de trouver une façon. Mais l'idée, c'est qu'il faut que ça a l'air vrai, toujours. Ouais. C'est ça vrai. l'affaire. OK. Damn. Oh, Ouais, vas-y. on parlait beaucoup de contraintes techniques tantôt. Est-ce que tu as quand même place à une certaine liberté créative dans le processus ou à cause de toutes les contraintes, c'est un peu plus difficile? Oh non, vraiment, je vois pas. Tu sais, quand je parle de contraintes, c'est vraiment de format. Des fois, c'est plus que le client voudrait mettre trop de texte, trop d'affaires. OK. C'est souvent là que je trouve ça un peu plus difficile parce que je me dis, à un moment donné, on peut pas tout mettre sur un emballage. C'est toujours un peu le danger. Je réexplique souvent aux clients que plus on communique de choses, moins on communique. Moins on en dit, plus ce qu'on va dire va avoir un impact. Fait que c'est de trouver avec le client, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'il ressorte? C'est quoi la particularité de ton produit? Juste C'est quoi la ligne spécifique de ton produit? Puis c'est ça qui doit être le plus important pour qu'il se démarque par rapport à d'autres. Je travaillais avec une cliente qui fait des gâteaux qui sont vraiment sans allergènes. Il y a les 10 allergènes. Donc, il n'y a pas de lait, pas de noix, pas de ci, pas de ça. Là, vraiment, là, de tout, OK. là, 10 allergènes là, qui sont les allergènes majeurs. Bien, c'est sûr que c'est ça qu'il faut qu'ils ressortent. Ouais. Parce que tu vas aller dans une rayon de dessert, tu veux inviter des gens pour un anniversaire, puis tu sais qu'il y en a qui sont allergiques. Bien là, tu dis, hey, je vais aller vers celui-là. Pourquoi? Parce que lui, il me permet d'être sécure. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il ressorte. Oui, peut-être qu'il est Aliment Québec. Oui, peut-être qu'il y a, je sais pas, moi, il peut avoir tel élément de plus, ainsi de suite, mais ça reste que ça va être ça le principal point. Donc, il faut le faire ressortir. Parce que c'est ça qui fait qu'il se démarque, en fait. Absolument. C'est son angle, j'allais dire son angle d'attaque, là, mais c'est son positionnement par rapport aux autres. Lui, il se positionne là, donc il faut qu'il puisse, clairement être vécu. Comme je vous le disais tantôt, le 3 secondes. Il faut qu'on comprenne rapidement, OK, ça, c'est sa particularité. OK. Nice. Fait que c'est de négocier avec les clients, parce que des fois, ils veulent en Tout mettre. mettre, Ah, rajoute-moi ça. Ah, je voudrais dire telle affaire. Mais tu sais, non, on va le mettre sur le volet arrière. Ou on va mettre des pictogrammes parce que là, il y a trop d'affaires. Tu sais. Fait que c'est un peu le défi. Là. OK. Moi, il y a une chose qui me fait vraiment peur dans le design d'emballage, c'est les gabarits. Oui. Est-ce que c'est les fournisseurs qui... Oui. OK, c'est ça. À moins vraiment que ça T'imagines. soit à moins que ce soit vraiment comme quelque chose d'assez simple, comme une tu sais, je dirais peut-être, mettons, je ferais une collerette. Là. C'est une collerette, c'est comme quelque chose qu'on va pouvoir accrocher avec un trou. Mais tu sais, c'est sûr que je vais peut-être le préparer moi-même dans Illustrator. Dans le cas des fois de pot de confiture ici, ça c'est ma cliente Laurent qui fait des pots de confiture à base de camerise. Ben c'est sûr qu'il a fallu, dans son cas à elle, c'est en 2 parties, mais il a fallu quand même que je prévoie de faire un petit emporte-pièce pour le petit symbole qui apparaît sur le dessus et qui sert un peu aussi de scellant. Là. Donc c'est sûr que je vais déterminer les formats. Puis après ça, je vais préparer le petit gabarit dans Illustrator. Des fois, ça peut être l'imprimeur aussi qui va m'envoyer déjà un gabarit spécifique. Dans le cas des pochons comme ça arrive tout en section. Là. Un gabarit souvent qui est très compliqué. Moi, je le garde en mémoire sur un layer, puis je m'en refais une version plus simplifiée parce que je ne veux pas avoir les 56 000 données autour. Là. Puis je m'assure de respecter les zones et m'assurer que ça reste conforme, que ça ne reviendra pas de chez l'imprimeur parce que les choses n'auraient pas été faites de la bonne façon. C'est ça. OK, parce que ça me stressait. Là. Tu t'imagines, là, tu l'envoies à l'impression, puis là, ça revient, puis ça ne fonctionne pas. Genre, bien, c'est sûr que les imprimeurs vont quand même bien vérifier les choses. Comme je suis parti en vacances cet été, puis j'avais envoyé des maquettes à mon client, des PDF d'approbation, mais c'était comme un premier jet. Mais lui, vu que tout était conforme, il a envoyé ça directement à l'imprimeur. mon Dieu. Puis là, j'ai reçu à mon retour de vacances un courriel disant que les images étaient encore en RGB, qu'il fallait que je rapproche un peu de la typographie qui était trop proche du rebord. Ça, c'est correct aussi. Mais là, moi, j'ai fait comme, là, j'ai écrit à mon client, j'ai dit, non, c'est parce que c'était pas final. C'était juste un premier jet, tu sais, mais tout est à valeur correcte du premier coup. Fait que là, j'ai dit, non, je vais... parce que je l'écris tout le temps au client d'habitude. Ceci est une copie pour approbation. Dès que ça sera beau, je t'enverrai la version finale pour imprimer. Mais là, ça a passé free, fait que j'étais content que ça revienne. Ouais, t'imagines. Fait que tu vois, mais les imprimeurs vérifiaient. Puis les imprimeurs ont vu que les images étaient encore en RGB. Donc,
Parce qu'il y a un peu de ça aussi. Puis ça, c'est un peu, j'allais dire, pas la bête noire de mes étudiantes, mais c'est que vous travaillez souvent, je dis vous autres, là, mais je vous inclus, là, général. votre génération, Ouais. encore beaucoup en RGB. Donc, souvent, les choses à l'écran sont vraiment hyper intéressantes. Puis, moi, dans le cadre du cours, je ramène tout le temps à travailler en CMYK. Il faut que vous travaillez en quadrichromie parce que vos emballages, ils vont être imprimés. Donc, prenez la peine de les travailler de la façon dont on devrait travailler. Donc, c'est de comprendre un peu comment gérer les couleurs aussi avec le CMYK. Exact. Puis comment ça se passe? Ben, je savais pas ça pour les impressions, là, parce qu'en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me stresse un peu plus tard, parce qu'ici, on est habitué d'être vraiment bien entouré pour tout ce On qui est bien encadré, là. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est impression, etc. On peut poser mille et une questions, puis veut pas, genre... on le fait, mais sans trop comprendre pourquoi, entre guillemets. Là. Fait que moi, c'est quelque chose qui me stressait justement pour les impressions. Fait que dans le fond, les imprimeurs, ils regardent tout le temps ton document pour après ça te dire des trucs à corriger. Oh, ils ne partiront pas la presse d'imprimerie avec 10 000 emballages à faire puis qu'il manque quelque chose. Même chose pour les codes à barre. Tu sais, les codes à barre, moi, en agence, puis pendant de très nombreuses années, je laissais simplement un positionnement. Puis c'était l'imprimeur qui générait le code à barre et qui le scannait pour le vérifier. Depuis plusieurs années maintenant, avec un lien sur Internet, je peux les générer moi-même. Moi, j'aime ça parce que ça me permet d'une part de choisir déjà le format 80 %, mais si je veux enlever un peu de longueur pour les lignes, pour sauver un peu ou la mise en page dans le design, ça me permet de le faire. Mais ça reste toujours la responsabilité de l'imprimeur de faire un scan avant d'imprimer pour s'assurer que le code est bon par rapport au code du client. Parce que là, effectivement, on a un problème. Là, si c'est pas le bon code à barre. Tout, finalement, c'est comme tout autre produit à l'aide. Là. Mais c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai quand même pas mal d'années dans le cadre de montage et de technique. Donc, je comprends bien les principes d'impression. Mais en même temps, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Parce que dans les années 90, il fallait faire du trapping, qu'on appelle. Il fallait vraiment prévoir qu'il allait avoir un chevauchement de couleurs. Puis là, il fallait qu'il n'y ait pas de gap entre les couleurs. En tout cas, bref, je vous épargne le détail technique. C'était très pointu. C'était compliqué de faire du pré-presse, qu'on appelle. Là, aujourd'hui, non, on prépare le document, on s'assure que les photos sont incorporées, que les fontes, à la limite aussi, je fournis les fontes ou je fais une version avec les fontes qui ont été vectorisées. Puis, j'ai à peu près jamais de retour. Là. Ça fonctionne vraiment par rapport à ça. Comment? Les codes barres. On dirait, mettons, les pommes, les bananes, c'est tout ça, genre 40-11 dans toutes les épiceries de Québec. Ben, nous, c'est sûr que ça fonctionne, on dirait dans l'alimentaire, dans l'alimentaire, nous, on a un format qui est le UPA, je pense, ou UPA. Et dans le fond, c'est des formats qui sont spécifiques. Puis il y a une série de codes qui sont liés au client, à l'entreprise. Et après ça, une série de codes qui suivent, qui sont liés à chacun de ses produits. Ce qu'on appelle un SKU, là, dans le terme du métier, qui est un single kind of unit, je pense, là, qui veut dire que c'est chaque produit différent. Donc, mettons, si on regarde les kombucha qu'il y a là, ben, chaque couleur ou chaque produit, c'est un SKU différent. Donc, il y a un code spécifique pour chacun des produits. Le client, lui, s'inscrit dans une entreprise au Canada qui s'appelle GS1. Puis, l'entreprise lui fournit les codes. Il achète les codes. Puis, après ça, moi, je les génère, là, mais chaque client a sa série de chiffres en fonction de chacun de ses produits. OK. Ça, donc, c'est un peu. fourni. C'est fait que nous, on s'assure que le code à barre va se retrouver sur l'emballage. Là. OK, je comprends. C'est cool, ce genre d'infos qu'on sait pas. Oui, c'est ça, parce qu'à toutes les fois, je me demandais comment que les produits étaient comme repérés à chaque endroit. Mais c'est ça, c'est avec le client. Avec le code à barre, c'est ça. C'est que là, chaque produit est identifié. Fait que le client, lui, mettons qu'il s'en va vendre ses kombucha dans différents commerces, bien là, à ce moment-là, le distributeur, puis eux, ils vont rentrer ça dans les caisses. Donc là, ils savent que quand le kombucha est scanné, bien, c'est une copie de celui-là qui vient de partir. Donc, chaque produit est lié à un chiffre et le code à barre devient le liant pour qu'on comprenne que la machine à la caisse le scanne comme il faut. OK, je comprends. OK. Puis, as-tu beaucoup aussi de contraintes par rapport à, genre, tu sais, mettons, tu dis l'huile, faut que ça soit teinté parce que pour pas que. Y a-tu d'autres contraintes pour certains aliments? C'est sûr qu'il y a toute une science de l'alimentaire avec ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement, c'est comment le produit est
il est protégé par son enveloppe. Donc, des fois, ça peut être des sachets d'aluminium pour du chocolat. Ça peut être des standing pouch. Ben, il y a du multicouche là-dedans. C'est sûr que ça, il y a quand même une science qui existe. Il y a des organismes au Québec aussi. Là, j'ai déjà assisté à des conférences à... c'est Ulitac à Montréal, j'oublie le nom, désolé. Et eux vont vraiment avoir des connaissances plus pointues par rapport à ça. Moi, je me rends pas jusque-là, dans le sens que si un client me dit, moi, j'ai un bœuf que je veux mettre sous vide, que c'est quel genre de plastique que j'ai besoin, je vais souvent davantage le référer, par exemple, à une entreprise qui s'appelle Ultrapac, qui est une entreprise qui font vraiment dans la spécialisation des... Puis eux vont leur dire, oui, OK, ton bœuf, avec les aromates que tu as mis dedans, ça te prendrait tel type de plastique. Moi, je me rends pas là dans ma science. Là. Je connais quand même beaucoup de choses sur les matériaux, mais souvent, ça va être vraiment comme une chimie particulière. Puis là, à ce moment-là, ça va être les fournisseurs avec les clients qui vont pouvoir s'entendre par rapport à la préservation du produit, la durée de vie du produit, et ainsi de suite. Là. Ça doit tout être réglementé aussi pour... Ben, c'est parce qu'ils ont fait des tests aussi. Ils savent que tel produit peut durer autant de temps, et ainsi de suite. Il est protégé de la lumière ou protégé. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, c'est le client aussi qui connaît quand même bien son produit. C'est comme dans le cas des kombucha. Là, je regarde ta canette, mais c'était pas du kombucha. Là, mais dans le cas du kombucha, son produit, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de particularité à être au soleil, par exemple. Ce qui fait qu'avant, les bouteilles étaient claires. Et là, ils s'en allaient dans des canettes d'aluminium. Mais... ce qui est intéressant aussi, là, je fais un aparté par rapport à ça, tu m'as amené sur un autre sujet, c'est l'avantage de certains emballages par rapport à d'autres. Dans le cas de la bouteille, ben, c'était plus avantageux de s'en aller vers la canette parce que la canette, les bouteilles, c'est pas tout le monde qui veut avoir ça. C'est plus lourd, c'est plus cassant. Fait que ça les a ouvert énormément de marchés de se retrouver en canette. Donc, pour eux, oui, il y avait un désavantage qu'on voyait plus le produit. Donc, il y avait comme une perte un peu par rapport au fait de ne pas voir le produit en tant que tel parce que les couleurs sont superbes. Mais ça ouvrait énormément de portes au niveau de la distribution, donc ça valait quand même la peine. Puis le designer, ben, il était pas malheureux parce que là, on passait vraiment avec un format plus allongé, c'était plus chic, on avait plus d'espace pour mettre la bande de couleurs. Donc, moi, j'étais quand même ravi que ça se retrouve en canette allongée. Là. Je trouve que, dans le fond, il faut rester proche du consommateur. C'est quoi ses besoins? C'est autant pour les formats que pour l'utilité du produit. Est-ce que ça va être une trop grosse bouteille pour verser? Est-ce qu'il va avoir tendance à ne pas aimer son expérience quand il ouvre l'emballage? Donc, je pense que ça va rester quand même quelque chose qui va toujours être important. Il y a toute la question de l'éco-responsabilité qu'on a parlé. Donc, je pense que les consommateurs et les fabricants vont vraiment faire en sorte qu'on soit le plus éco-responsable possible. Ça, je trouve que c'est vraiment une super idée parce que le packaging, je l'adore, mais je trouve ça plate parce qu'évidemment, il n'y a pas bonne presse. Hein? C'est la pollution. Sinon, au niveau des styles, on me pose des fois la question, est-ce qu'il y a des tendances dans les styles et tout ça, mais c'est tellement varié d'un produit à l'autre. Ça peut être super moderne, ça peut être super... des fois, il y a des emballages où on s'amuse avec le consommateur, on blague, les textes sont drôles, les romances autour. Donc, c'est vraiment très, très varié. Fait que je ne sens pas de tendance spécifique par rapport à ça. Parce que ça dépend beaucoup de la marque, de ce qu'elle veut dégager, leurs produits, tout ça. Puis comme tu parlais tantôt, il faut se démarquer dans tout ça. Là. Fait que sûrement que... Exact. Justement, il n'y a pas de tendance à cause de ça non plus. Là. Non. Puis, tu sais, je pense qu'il va rester quand même une bonne partie des gens qui aiment les beaux emballages ou qui vont aimer l'expérience. Bon, nous, on est un peu teintés, là. On aime ça regarder les emballages. Puis, des fois, moi, j'achète. Tu sais, j'avais amené un exemple ici qui était... il est de l'autre côté. Tu sais, j'avais acheté ce jean-là. Bon, oui, c'est sûr que j'aime le gin, là, mais... c'est un gin? C'est un gin. Oh my God! Qui est fait à Sainte-Anne-des-Monts. Il y a une étiquette que j'ai enlevée qui est à l'arrière, mais tu sais, moi, je le trouve magnifique, mais en même temps, je le donne souvent d'exemple dans mon cours par rapport au fait de ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire qu'on se doute que dans un petit pot comme ça, il y a de la confiture. Puis des fois, quand on va chercher des emballages trop flyés, on risque d'oublier qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme ça, c'est un peu
c'est un peu flyé parce que c'est comme, moi, ça me fait T'as penser des plus à une produits affaire de térébenthine, de solvant. Puis là, tu dis, OK, il y a du gin là-dedans. Avec là, des fois, tu te dis, c'est-tu vraiment une bonne idée? Mais on est à la SAQ, fait qu'on peut pas vraiment pas penser qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Ouais. Fait que ça devient SAQ, juste ouais. drôle. Mais, tu sais, je suis pas sûr qu'à l'épicerie, je mettrais une crème glacée là-dedans Non, ou ouais. un... Fait que c'est ça. Des Ça fois, il faut faire marcherait attention, moins, là. Mais tout ça pour dire que là, j'ai perdu le fil pourquoi on parlait de la bouteille de gin, là. Mais... bref, c'est ça. D'avoir en tête, ah oui, c'est par rapport aux nouveautés et tout ça. Donc, on aime les beaux emballages. Fait que c'est sûr qu'on est un peu... Mise en garde, fièrement distillée par des gens d'ici. C'est vraiment cute. Ah ouais, J'adore. vraiment belle cette mignon. bouteille-là. Oui? Mais tu dis qu'il n'y a pas de tendance, mais est-ce que tu considérerais quand même que présentement, il y a comme un peu ben pas une trajectoire, mais genre, on dirait que les gens essaient justement de faire comme plein d'emballages un peu... Funky. là. Ouais, ben j'ai le mot en anglais, unusual, mais comme... qui essaient justement Inusité. de, comme, sortir du traditionnel pro normal, ou genre, mettons, tu sais, je sais que il y avait Parle dans le micro. l'exposition des finissants il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui avait fait genre de la pizza, genre de la pâte à pizza, je pense, dans une canne. Puis genre, est-ce que c'est comme des trucs que comme on va voir de plus en plus, tu penses, ou parce qu'on a comme fait le tour, ou... Ben, c'est sûr qu'il y a un des rôles de l'emballage, c'est d'attirer notre attention. Donc, d'arriver avec de quoi qui soit vraiment comme out of the box. C'est pas une mauvaise idée, mais le danger, c'est que ça communique pas bien, puis qu'on sache pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Fait que je reviens toujours un peu à ça. Moi, j'ai aucun problème à ce que ça soit complètement loufoque, mais faut s'assurer qu'on va bien communiquer. Donc, c'est toujours un peu le danger. Est-ce que ça va revenir? Moi, des fois, j'aurais comme tendance à me dire, dans 6 mois, je verrai si le produit est encore sur les tablettes. Ça se peut qu'il ne soit pas sur les tablettes dans 6 mois parce qu'ils n'auront pas réussi à attirer leur clientèle. Ils vont peut-être avoir gagné des prix de design. Ils vont peut-être avoir gagné des prix pour la qualité de la création, mais avant tout, moi, je considère qu'on est là pour communiquer puis faire en sorte que le produit il puisse fonctionner puis qu'il ait sa vie. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais peut-être qu'il peut... Il y a des termes qui s'ajoutent beaucoup à des produits. Tu sais, je voyais l'autre fois les produits, là, c'est... voyons, j'ai oublié le terme, mais c'est de la reliche. Puis ils ont écrit reliche nordique. Parce qu'elles sont faites au lac Saint-Jean. Là, OK. donc, Yeah. Ah, OK. On vient toutes du lac Saint-Jean. c'est vrai. Moi, je suis de Chicoutimi. Oui. Je suis Chicoute, puis Alma. Alma. Pierre représente Blueberry Saguenay, Power. là. Ouais, Blueberry Power. Mais bref, c'est ça. On peut rajouter des notions. Mettons, j'avais des épices, je pense que c'était Bob le chef, ou je ne suis pas certain, mais c'était mélange du chef. Ou de rajouter des éléments qui vont faire en sorte de donner plus de caractéristiques au produit. Je trouve que c'est une belle idée aussi. Là, c'est sûr qu'on est en plus avec toute l'histoire des États-Unis et du boycott des produits. Donc, c'est sûr que là, les logos du Québec, là, j'en crée même là, avec des fleurs de lys ou des feuilles d'érable pour rajouter sur les emballages. C'est sûr que là, les fabricants ont belle... Ils ont, j'allais dire pas belle presse, là, mais je sais pas comment dire ça, me dire que ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Puis moi, je le dis à mes clients aussi ou à ceux que je forme, les romances, parlez-en, mettez votre visage à l'arrière de la... L'huile d'olive, on le fait. On est allé mettre Monsieur Dubé dans son champ de c'est tournesol. mignon. Ah, c'est Mais tu sais, mignon. c'est des belles histoires, c'est du monde vrai. C'est Ben pas oui. des entreprises qui n'ont pas de bon sens avec des histoires qui sont pas le fun. C'est des beaux projets. Les clients, les fabricants, ils travaillent fort, ils veulent que leur produit se retrouve en tablette, puis c'est énormément de travail, de sacrifice. Fait que je me dis, il faut qu'on le voit, il faut qu'on sente que c'est pas commercial, c'est Ouais, pas c'est américain, c'est pas C'est des important, grosses là. firmes, c'est vraiment de la production locale, sans que ça ait l'air broche à foin artisanal dans le mauvais sens du terme. Montrez-le, mettez-le, les gens, ils vont adhérer à votre marque, ils vont avoir le goût d'aller voir sur Internet votre histoire, puis ça va être des ambassadeurs, en fait, pour vos produits. Fait que, moi, je le dis, là, regarde, gênez-vous pas, là, mais il y en a, des fois, ils veulent pas mettre le face. Je le comprends, Ben mais ouais. moi, je sais que ça a de Ça vaut la l'impact. peine. C'est vrai, C'est c'est clair. important. Puis Ouais. c'est le fun d'avoir un visage sur Oui. ton produit. là. Vraiment, Tu tu sais que sais, c'est pas parce qu'il y en a qui fait. travaillent fort. Ouais. Fait que là, je me dis, ça vaut la peine, là. Mhm. Mettez Ils sont pas, mettez votre...
Ils sont pas déballés. Est-ce que tu les as achetés juste pour le carton? Oui, ils sont dans mon. J'ai plein de produits de main. Ici, c'est de l'eau. J'ai mis de l'eau dedans. Ah, OK. Lui, j'ai mis de l'eau, mais d'habitude, tu sais, c'est vraiment la vraie confiture de ma cliente dedans, que malheureusement, j'ose pas ouvrir. Donc, je sais pas. Dans quelques années, je sais pas s'il va y avoir des petits aliens dans mon bureau Oui, en c'est bas, ça. là. Ah. Mais j'ai tendance à laisser les produits dedans. Fait que, OK. oui. Correct. C'est cute. Oui, full. Ben là, on a parlé tantôt qu'il y a certains standards puis gabarits qui sont donnés par les fournisseurs. Oui. Mais par exemple, là, on est étudiant, puis là, on veut se démarquer, puis là, on veut faire de quoi de funky, par exemple, vraiment un peu à l'image de la veuve Clicquot. Veuve Clicquot, de tantôt. Oui. Est-ce que... Veuve Clicquot. Oh, le lapsus arrive souvent. C'est pas la première fois. Mais quand on est dans des affaires plus funky, tu sais, il faut quand même s'assurer que, tu sais, tantôt tu parlais que, par exemple, si on a un design de bouteille, s'assurer que ça se verse bien et tout. Si on veut faire un emballage, ben pas, je sais pas s'il y a un terme à ça, mais un genre de petit package de produits, genre un 3 en 1, genre qui se tient tout. Est-ce qu'il y a des tests d'utilisation qui sont faits pour s'assurer que, par exemple, tu sais, l'emballage est assez solide pour supporter? C'est une excellente question. Je te dirais, c'est sûr que dans le cadre du cours, on demande aux étudiants d'inventer ce genre ça arrive souvent, là. J'essaie toujours d'inventer des, des projets fictifs où ça demande à ce que l'emballage, ça soit pas juste un pochon, là. Tu sais, j'aime ça quand on peut faire vraiment du 3D. Et on essaie de se bricoler, entre guillemets, quelque chose qui soit possible. Dans la réalité, ça va être souvent avec des fournisseurs qui vont, eux, travailler. Entre autres, je travaille souvent sur des projets avec La Clé, LAKLE à Québec, qui est une entreprise de fabricants de boîtes. Et eux vont avoir... Souvent, ils sont sous-traitants pour des imprimeurs où eux vont faire l'impression. Donc, ils vont sous-traiter des imprimeurs. Et les autres, c'est vraiment des architectes du carton. Donc, eux, ils vont vraiment reprendre, tu sais, dans le cas, par exemple, des macarons sur lesquels j'avais travaillé pour ma cliente, ben, j'avais développé un format spécifique de boîte avec des soufflets, tout ça, avec des sleeves. Mais c'est eux qui ont vraiment préparé puis testé le produit. Ils vont, tu sais, si, mettons qu'on travaillerait sur un emballage de bouteilles de bière, par exemple, en verre, bien, à ce moment-là, on aurait un 4-pack, admettons. Mais c'est eux autres qui vont vraiment déterminer spécifiquement c'est quoi l'épaisseur de carton en fonction de la résistance des plis, des cols et tout ça, pour s'assurer que ça va être... Fait que ça, c'est une science encore là qui appartient à des gens qui font ça dans leur quotidien, en fait. Okay. Donc, dans le cadre du cours, on se bricole quelque chose si on veut, mais dans la réalité, il y aurait vraiment le fournisseur qui, lui, ferait le... D'ailleurs, je l'ai fait à un moment donné justement pour un client qui avait un emballage un peu comme ça ici. Okay. C'est un produit là, spécifique et c'est du sous-vide qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le design en fonction d'un format qui ressemblait un peu à ça, mais j'ai quand même demandé au client d'envoyer son produit sous-vide à l'imprimeur, à La Clé, pour qu'ils puissent, eux, faire des tests en mettant le produit à l'intérieur puis déterminer précisément c'est quoi l'épaisseur, la largeur, pour éviter que le produit soit rentre trop serré ou au contraire, qu'il se mette à brasser dedans. Donc ça devient la science de ce fournisseur-là plutôt que la mienne. Moi, j'ai quand même orienté l'idée d'avoir une petite boîte comme ça, mais c'est vraiment lui. Puis après ça, il me fournit le gabarit avec le fermoir et le die pour le fermoir et tout ça. OK. Tu utilises quel logiciel? Tu utilises Illustrator? C'est Illustrator. Illustrator All the way. All the way, Okay. avec évidemment Photoshop. Mais dès que ça devient... dès que je fais un travail qui est un peu plus d'édition, ça serait InDesign, mais packaging, on est vraiment dans Illustrator. Là. OK, je comprends. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Probablement Vas-y, que oui. je vais essayer. Concernant comme monétairement, est-ce qu'il y a des emballages qui coûtent plus cher que d'autres? Est-ce que, selon... Il doit y avoir des clients qui ont des budgets qui sont limités. Est-ce que, des fois, il faut que tu taxes sur des emballages qui sont monétairement moins coûteux? Non, parce que, en fait, c'est sûr qu'en partant, le client, lui, mettons qu'on est dans de la confiture ou qu'on est dans dans de l'huile, par exemple, de tournesol, lui, nécessairement, en partant, il a sa contrainte de son produit, de son fournisseur de pots de confiture ou de pochons. Des fois, ça va m'arriver qu'on va me poser la question. Comme là, présentement, je travaille sur un possible, justement, projet de pâte alimentaire. Et
les pâtes alimentaires, est-ce que ça vaut la peine de les mettre directement dans une boîte de carton? Est-ce qu'on devrait les mettre, parce que là, de plus en plus, il y a des pouches plus gros un peu, là, plus gros que ça, avec des fenêtres, puis on voit les pâtes alimentaires dedans. Donc, souvent, je vais orienter le client, lui, en lui donnant différentes possibilités. Lui va pouvoir aller vérifier finalement, est-ce que c'est plus avantageux le standing pouch que le... Puis des fois aussi, ça peut être une contrainte de... Il commence, il veut pas faire imprimer 20 000 sacs ou 20 000 boîtes en partant un produit, sachant pas si le produit va connaître un succès commercial. Donc, des fois, il y a des fournisseurs qui peuvent permettre d'avoir des quantités minimales qui sont beaucoup moindres. Ça peut être 1 000, 5 000, 2 000. Okay. Donc, à ce moment-là, ça peut être un choix d'aller vers cet élément-là. Okay. Par rapport au coût, parce que je pense que le début de ta question, Maria, c'était à savoir le coût. C'est sûr qu'au niveau du design, ça ne changera pas grand-chose, que je sois sur un pot, que je sois sur un standing pouch ou sur une bouteille. Là, je donne des exemples différents. Ça reste que c'est vraiment le travail qu'on va faire de création du logo, si c'est le cas, puis du choix du design. Il peut y avoir l'implication d'un illustrateur ou d'une illustratrice en supplément, mais souvent, moi, comme je vais avec les banques d'images, souvent, ça va comme être un peu inclus dans mes tarifs. Donc, il n'y aura pas vraiment de coût relié au choix. Ce qui va peut-être varier, c'est est-ce que le client, il y a juste une sorte de bouillon ou est-ce qu'on en a une série complète, comme les canettes, on en avait quand même 7 à faire en même temps. Ça, c'est sûr que ça peut influencer sur le coût parce qu'une fois qu'on a fait le design, après ça, il faut le décliner sur différents montages, mais le gros du travail, c'est vraiment toute l'étape de création. Après ça, faire les différents montages, souvent, ça va quand même assez rapidement. C'est beaucoup moins dispendieux. Ouais. OK, je comprends. OK. Cool. T'avais-tu... Ça, j'en avais une, mais je me rappelle plus c'est quoi. Une dernière question. Oui. Parce que je voulais savoir à partir de quel moment, mettons, tu penses à l'expérience utilisateur, mettons, genre. Parce que, tu sais, on a parlé comme de beaucoup de contraintes, c'est de la hiérarchie, comme quoi qu'il faut que ça se démarque, etc. Est-ce que depuis le début du projet, tu penses vraiment à ça ou ça vient comme plus tard après avoir incorporé certains éléments? Bien, c'est sûr que l'expérience positive ou négative avec le produit va souvent être liée au type de conditionnement. Tu sais, je pense, entre autres, j'ai travaillé pendant des années pour une entreprise qui fait des arachides. Puis le sac, il n'était pas le fun à ouvrir. Là. Tu avais de la misère à ouvrir le sac. Puis après ça, tu avais comme tu le repliais, puis tu mettais comme, il y avait comme une bande autocollante. Mais avec le sel, la bande, elle tenait plus à un moment donné. Fait que dans ce temps-là, oui, c'était un choix du client d'aller vers un emballage de ce type-là parce que c'était probablement moins dispendieux. Puis, dépendamment des types de clients, des fois, la marge bénéficiaire est quand même plutôt mince. Donc, des fois, c'est des choix qu'eux font, sachant que oui, c'est moins le fun pour le client, mais je ne perds pas d'argent en vendant et en faisant mon produit. Fait que ça, je respecte ça aussi. Mais par rapport à la création, tu sais, de me soucier de l'expérience client, ça va être vraiment avec l'utilisation du produit. Moi, ce qui est surtout important, c'est de m'assurer, ce que je mentionnais tantôt, est-ce que le client, quand il est en contact avec mon produit, il comprend bien? Puis est-ce qu'il trouve que c'est clair? Au-delà de est-ce que c'est beau, puis est-ce que c'est wow? Moi, le wow, c'est après. Moi, là, c'est toujours après. Mon but, c'est de communiquer, de bien faire en sorte que les choses soient claires. Puis, by the way, il faut que ça soit beau. By the way, je veux que ça a l'air chic ou que ça a l'air funky, peu importe le style. Ça, après ça, c'est comme un peu le greavy après. L'important avant, c'est est-ce que j'ai bien communiqué? Puis après ça, ça devient un objet plus de séduction, de me dire, OK, là, je suis pile avec la cible que je veux, puis les gens vont aimer cette proposition-là. OK. Je sais que c'est tout le temps, c'est souvent là, les mêmes quantités, là, c'est tout le temps genre 350 grammes ou genre 750 grammes. Est-ce que genre... Je sais pas pourquoi je demande ça, en fait, là. Moi, je vais te répondre. Okay. En fait, on revient un peu à ce que je parlais tantôt par rapport au marketing alimentaire, de dire c'est quoi le bon format pour tel type de produit. Puis ça, c'est important parce que, dans le fond, c'est la science du marketing que je parlais tantôt avec ma collègue et amie Isabelle. C'est vraiment en fonction de l'utilisation du consommateur. Je vais donner un exemple parce que quand on avait travaillé sur le pré-rieur, justement, avec Isabelle, bien, c'était déterminé, le client avait un litre
un format d'1 litre puis un format de 500 millilitres. Et là, c'est de vérifier c'est quoi qui se fait présentement sur le marché, c'est quoi qui serait le mieux. Est-ce qu'on devrait avoir aussi la petite bouteille de 250 que d'autres avaient? Ouais. Parce que la 250, ça peut être intéressant, ça peut être mis dans des paquets cadeaux, ça peut permettre à un client de dire, OK, je vais l'essayer en petit format, puis si j'aime ça, j'achèterai plus gros. Fait que c'est ces décisions-là qui vont être prises. Dans le cas du Prairie, finalement, ça a été le 500 et le 750 millilitres. Visuellement, il y avait quand même une bonne différence de format, donc le consommateur avait un choix. Puis en même temps, le 750 est devenu un peu la norme dans les huiles un peu particulières comme l'huile de chanvre, toutes les huiles nouvelles. Donc, ça faisait en sorte qu'il se retrouvait aussi au niveau du prix. Si on allait, mettons, à une bouteille d'1 litre, bien là, le prix devenait comme plus imposant, puis il risquait peut-être de moins attirer en comparaison avec d'autres qui étaient moins chers, mais il y en avait un peu moins dans la bouteille. Fait que c'est des décisions vraiment en fonction du rapport qualité-prix, de la perception, de l'usage. Aussi, des bouteilles d'1 litre, ça commence à être lourd pour l'utilisateur. Donc, c'est tout ça qui peut être pris en compte là, dans le choix d'un format. Ça répond-tu à la question? Oui, c'est ça, exact. Ben, c'est ça que je me posais, mais là, j'étais comme, est-ce que ça touche vraiment? En tout cas, oui, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Est-ce qu'il y aurait des conseils pour un étudiant qui voudrait se lancer dans le design d'emballage? Ben oui, dans le sens que je pense qu'il faut essayer de bien comprendre son produit. Comprendre c'est quoi dans le contexte dans lequel le produit va être présenté. Souvent, dans le cadre du cours aussi, on va aller étudier en épicerie comment le produit pourrait se retrouver à quel endroit, c'est quoi la compétition, c'est quoi les... Fait que de comprendre, en fait. Ce qui est important pour moi, puis ça va être ça aussi le rôle du designer, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on se questionne tous. C'est quoi l'avenir du design graphique? Ça va être quoi notre rôle là-dedans? Moi, j'ai connu... Là, je commence à être à ma 3e révolution. Je dis tout le temps que je suis arrivé en même temps que l'ordinateur parce que quand j'ai commencé à travailler et quand j'étais en agence de publicité, je suis arrivé la même journée que l'ordinateur. Moi, je dis que je suis arrivé en même temps que l'ordinateur dans le métier. Donc, moi, mon métier, à l'époque, c'était encore j'avais appris avec les règles puis les rubilites et tout ça. Mais j'ai appris l'ordinateur avec. Fait que ça a été la première révolution. Puis il y a des designers à l'époque qui ont quitté parce qu'ils ne voulaient pas passer à l'ordinateur. Après ça, il y a eu Internet. Ça nous a ouvert plein de choses. Puis là, on est avec l'intelligence artificielle. J'essaie de rester très ouvert par rapport à ça. Je vois les avantages qu'on peut avoir. Il faut que ça devienne un outil. Puis je souhaite surtout que la personne qui est derrière, je le disais au début, on est comme des chefs d'orchestre. On est là pour utiliser les outils qu'on a et je pense que ça prend encore des décisions humaines. Puis dans le packaging, moi, ça me plaît parce que c'est un élément, en tout cas pour l'instant, que je ne vois pas qui peut disparaître. Les gens veulent encore aller à l'épicerie, les gens ont encore besoin de ces outils-là. Donc, je me dis, il faut que je me colle sur à qui je m'adresse, c'est quoi, puis que je puisse faire comprendre ça au client aussi, puis l'aider. Fait que le rôle du designer par rapport au packaging, je pense qu'il va quand même rester. On a besoin d'avoir des gens qui vont prendre des décisions puis qui vont dire, OK, c'est ça qu'il faut qu'on voit en premier, c'est ça qu'il faut que les gens... Oui, l'ordinateur, oui, l'intelligence artificielle peut nous pondre des choses, mais je pense pas qu'elle puisse pour l'instant encore comprendre comment les gens vont réagir puis tout ça. Fait que je pense que ça va être un peu notre rôle de rester gardien de ça puis de garder l'idée de communiquer. Moi, je reviens toujours là-dessus. Donc, je me dis, tant qu'on est des communicateurs, ben, utilisons les outils qui sont autour de nous, que ce soit de nous-mêmes ou que ce soit par l'intelligence artificielle, assurons-nous qu'on est des bons chefs d'orchestre. C'est ça. Okay. On ne peut pas l'enlever, là, c'est là pour rester. Puis... Je pense que oui. Donc, pour l'instant, moi, je pense que ça prend encore du monde pour penser, là. Puis qui peuvent avoir des bonnes idées, puis qui respectent les choses, puis qui s'assurent qu'on fait en sorte que le consommateur s'y retrouve sur un emballage. Fait que je ne suis pas encore stressé, là. J'ai pas encore vu d'emballage fait par intelligence artificielle. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais... Quelle de tes 3 révolutions que tu as été le plus stressé, là? Ah, ben la première, non, parce que j'arrivais avec ça me permettait d'apprendre au fur et à mesure. J'ai vécu les années 90 en switchant de Illustrator à Freehand. Puis après ça, on avait PageMaker. Puis là, à un moment donné, c'était Quark Express. Ça, c'était des logiciels de mise en page pour devenir finalement InDesign. Fait qu'à chaque exposition qu'on allait à Chicago ou à New York ou à Boston, on allait au stand d'Adobe pour voir, ah, wow, on peut faire un masque. Puis après ça, on allait voir fait qu'on changeait
d'agence, puis c'était pas les mêmes logiciels. Fait que c'était très drôle, ces années 90-là. On a switché là, jusqu'à ce que ça se fixe avec les meilleurs, finalement, de chaque. Fait que cette révolution-là, non. Internet, ben moi, je trouve que c'est fabuleux, là, parce qu'on a accès à une banque d'informations. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup la culture générale. Ça fait partie de notre métier. Donc là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut aller chercher plein de données, plein d'éléments. Puis, la nouvelle révolution, moi, je vois encore ça comme... Elle ne m'inquiète pas plus, mais donc là, vu que j'ai quand même pas mal de métiers, je ne sais pas trop où ça va aller. Fait que je reste ouvert et j'essaie de mordre en l'utilisant. Là. De plus en plus, j'essaie de voir comment ça peut être utile. Ouais, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, mon Dieu, je fais un AVC. C'est vrai que l'intelligence artificielle, ça peut faire peur, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil, puis c'est pas un designer, puis ça n'a pas l'œil du design. Non, puis tu sais, je vais déjà montrer un exemple que je vais montrer à mes étudiants cet automne. De comment ça peut être ridicule et en même temps que ça prend du monde brillant derrière pour faire la part des choses. Je cherchais pour un client une illustration, une photo. C'est un client qui a une érablière. Et je voulais avoir une photo, puis je travaillais ce printemps, donc le temps des sucres était fini. Et je voulais avoir une photo d'arbres avec d'érable, avec l'eau qui coule, tout ça. Fait que là, je suis allé sur Adobe Stock, où je suis abonné. Puis là, je me rends compte que le 3/4 des photos sont de l'AI, parce qu'il l'indique. Là, je me demande, OK, est-ce que ça vaut la peine de rester abonné là-dessus, alors que je pourrais peut-être juste utiliser Midjourney? Puis finalement, j'ai demandé maple syrup, tree, Puis là, il me présentait toutes sortes de photos. Puis à un moment donné, j'avais quelques photos dans le lot où tu avais carrément l'arbre avec le seau et tu avais le sirop qui coulait directement dans la canisse. Okay. Alors que ça prend 10 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop. L'intelligence artificielle, elle a fait un raccourci en pensant que le sirop poussait directement de l'arbre. Donc là, je me suis dit, oh my God! Puis là, on vend ces photos-là. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez Adobe. Là, j'espère que je ne me mets pas dans... Je ne vais pas avoir une poursuite d'Adobe en parlant d'eux autres ici. Mais il n'y a personne présentement là, qui réalise qu'ils vendent des images donnant une fausse perception. Fait que si tu es en Arabie ou tu es en Amérique du Sud puis que tu veux faire un document là-dessus ou une recherche, puis tu mets ces images-là, tu es en train carrément de faire fausse route. Fait que moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que ça montre jusqu'à quel point il faut qu'il y ait du monde intelligent derrière pour faire la part des choses, puis qu'eux ne payent pas du monde pour vérifier les images qu'ils vendent en imaginant. Ça m'inquiète. Ça, pour moi, là, ça m'inquiète parce que éventuellement, on ne croira plus rien de ce qu'on va voir. On s'enligne un peu là-dessus. Là, moi, sur Facebook, il y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Puis là, je me dis, oh my God. Là. Ouais. Fait que ça, c'est peut-être la crainte que j'ai. C'est qu'on n'ait pas assez de balises pour réaliser qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Fait qu'on va probablement devenir sceptique sur beaucoup de choses. Et le retour du balancier, ça peut être justement l'attrait de l'authenticité. L'authentique, je pense. On va tellement finir par avoir trop de belles images, de plein d'affaires, de choses qui ont l'air trop belles pour être vraies, que je pense que c'est tout ce qui va être un peu scrunchy puis pas vrai, puis un peu sale, qui vont probablement être éventuellement ça vers quoi on va vouloir se diriger. On voudra peut-être du moins beau, mais du vrai. Mais c'est vrai que c'est une montée de tendance, ça, l'authenticité. Là. Oui, je pense que oui. On va vouloir avoir du vrai parce que l'ordinateur et Internet, ils nous présentent trop de faux, pas vrai, que ça va être ça peut-être la tendance. Donc, il va peut-être falloir que je sois moins clean dans mes designs et un petit peu plus graffiné dans mes affaires, peut-être. Damn. On est rendu à la dernière question. Je pense que oui, question signature. Oui. Question signature. Fait qu'on a une question qu'on pose à toutes les fins de podcast à chacun de nos invités. C'est une question qui fait écho au nom du podcast En 2 briques. Quelle est la brique qui a été le plus essentielle à la construction de ton parcours? Ben, je le vois. Moi, la brique, je pense qu'il a été un peu comme le fondement de où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. C'est vraiment quand j'ai commencé à travailler chez Parallèle en 99. Donc, j'avais travaillé en agence ici à Québec, des firmes un peu plus, je veux dire, moyen niveau, si on veut. Parallèle, pour moi, c'était vraiment comme une marche
Donc, la brique, pour moi, c'est la marche quand je suis monté chez Parallèle, où là, j'ai vraiment travaillé avec des gens d'expérience, avec des mandats, comme je le mentionnais tantôt, nationaux, à travailler à plein de possibilités, de faire des rencontres, d'aller... pour moi, ça a été vraiment comme une immense école. J'avais déjà presque 12 ans d'expérience, mais pour moi, je réapprenais encore une fois mon métier. Puis, ça m'a amené à adorer le packaging parce qu'on en faisait quand même beaucoup. Fait que pour moi, c'est sûr que ça a été majeur. Ça a fait que je suis devenu vraiment spécialisé là-dedans, puis ça m'a amené à enseigner maintenant à l'université. Donc, encore là, je réapprends plein de nouvelles affaires. Autant dans ma carrière, je vais avoir appris au fur et à mesure plein de choses. Je pense que ça devient la norme aujourd'hui. À l'époque, je pense que c'était pas si fréquent que ça, que les gens pouvaient comme se réinventer. On dit souvent se réinventer comme si c'était simple, mais je pense que ça va être un peu ça le futur. Fait qu'on apprend des choses, on part avec ça, puis à un moment donné, il va y avoir plein d'affaires qui vont se présenter, puis l'idée, c'est de rester ouvert, d'être prêt à apprendre, puis je pense à garde jeune. Fait que je suis pas encore rendu un vieux un vieux crouton qui est blasé. Fait que je reste encore très passionné par ce que je fais. C'est ça que Puis je- j'essaie de le communiquer aux étudiants. Mais ça Oui, paraît aussi. ça paraît. là, ouais. Ça paraît vraiment. Merci. Est-ce que tu as un site web ou des réseaux sociaux si jamais les gens veulent voir tes projets ou des trucs comme ça? ou- Je suis dû avec mon site web. Ouais. Je pense qu'il est dû pour être mis à jour. C'est gilelandry.com, mais je pense qu'il faut que j'aille le réajuster. Là. Je pense qu'on n'a Coordonnées plus accès, mais je ne sais pas mal pourquoi. Ok. C'était gilelandry.com. Sinon, ben, moi aussi, je fais des jeux de société. Donc, ça, Cool. parmi tout ce que je fais, j'ai créé des jeux de société. OK. Donc, j'ai un site sur Facebook qui s'appelle Le Créatif Ludique. OK. Et Ah, je ça me dit quelque chose, je présente un peu mes projets de création de jeux. Nice. Donc, s'il y en a qui aiment les jeux de société, ben, Ouais. Moi, je venez vais voir aller ma c'est page. sûr. Mon Dieu, ma mère a très full, c'est juste société. Ouais, c'est ça. Hey, c'est vraiment cool. Ben, moi, c'est comme mon petit bonus j'allais dire, de carrière, dans le Ouais. sens que là, maintenant, j'enseigne, je continue quand même à avoir des clients, puis je donne de la formation. Puis le jeu de société, ben, ça devient un peu comme mon projet perso aussi, parce que quand on est en design graphique, notre nom apparaît pas. Si on était en cinéma ou en télévision ou dans plein d'autres domaines, notre nom est au générique. Ouais. Le nôtre, on travaille à créer constamment, mais on n'est pas vraiment présent. Fait que pour moi, le jeu de société, ça devenait comme la concrétisation d'un rêve d'enfance aussi, mais d'avoir vraiment comme mon produit à moi, là, ma boîte avec mes affaires à moi, puis c'est ça qui est en tablette. Là. Fait que ça, j'étais quand même content d'avoir à avoir produit. Pour une fois, c'est moi là, qui était le fabricant. Est-ce que tu fais comme les règlements, tout? Ou... Règles, Wow. tester les jeux. Le jeu que j'ai fait, ça s'appelle Nouvelle-France. C'est un jeu qui a été édité en 2021. Il y a eu 1500 copies. Il n'y en a plus à vendre, à part quelques copies dans mon sous-sol. Mais sinon, puis là, ben, je travaille sur d'autres projets. J'ai signé avec un éditeur en France, puis là, j'essaie de finaliser d'autres concepts. Puis c'est vraiment un univers, il y a toute une communauté d'amateurs de jeux. Il y a des congrès ou des week-ends ludiques à travers le Québec. Ouais. Donc, il y a des influenceurs dans ce domaine-là. Il y a des créateurs comme moi qu'on se réunit aussi pour tester les jeux de l'un et de l'autre. Donc, c'est vraiment comme un monde en soi dans lequel j'ai embarqué depuis à peu près 7 ans maintenant. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, c'est un beau, Ouais. beau monde, C'est justement. fun. Non? Ben, c'est du monde passionné, là, le monde de Oui. la société, c'est le C'est fun. le fun à faire, là. Puis ça met à profit mon plaisir de créer quelque chose qui est encore là, qui reste quand même fonctionnel parce que il faut que ça soit simple, qu'on puisse expliquer. Mais tout le côté, évidemment, graphique, j'aime ça parce que j'ai cette possibilité-là que d'autres créateurs n'ont pas. Puis d'inventer les règles, préparer le livre de règles. En fait, bref, il y a beaucoup de facilité que j'ai avec mon métier qui fait que mes prototypes sont souvent quand même assez étoffés. Wow. Ben, Nice. on va aller voir Ouais. ça. Nous autres, on va y aller, en tout cas. Sinon, on pluggera sur, dans la bio. dans la bio. Oui, OK. Parfait. Ouais. Ouais. Merci à vous autres. Super. Hey, un gros merci d'être beaucoup. venu. Merci On est beaucoup. C'est contente. full intéressant Ouais, Merci. Vraiment. d'en apprendre plus sur la facette de l'emballage. Ouais, vraiment. Allez faire le cours si ça vous tente. Ben, vrai, c'est faux. Moi, il va J'allais falloir dire vraiment que- ouais. encore. Vraiment encore. J'ai un disque rouillé, là. Vraiment, vraiment. Ouais. À l'aide, voyons. Sinon, c'est le dernier épisode de la saison. Oui, déjà. Fait que on se reverra pas dans 2 semaines, mais on va probablement. Là, je vais pas lancer de fausses rumeurs. Peut-être se revoir l'année prochaine, qui Ouais. sait. Qui sait? Ouais. Fait qu'à bientôt, la gang. On vous Merci. souhaite une bonne continuité jusque-là.
À bientôt! Bisous!